Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûr? C'est pas plutôt... Je vois ce que je crois? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes, remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invitée aujourd'hui est nutrithérapeute, réflexologue, naturopathe et formatrice. Salut Lisa! Salut Anaïs! Comme je te disais, donc ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la santé intestinale, à l'alimentation, aux croyances sur la nutrition. C'est venu donc d'un besoin, d'insatisfaction également de la médecine allopathique puisque j'avais des problèmes digestifs. Et c'est vrai que les médecins ne m'orientaient pas suffisamment en nutrition ou même en santé intestinale tout court, puisqu'on me disait souvent oh bah les problèmes digestifs c'est très féminin, oh bah oui c'est le stress, oh bah oui aller aux toilettes le matin. Alors justement j'expliquais que j'y arrivais pas et que c'était très problématique dans ma vie et que ça m'empêchait de vivre ma vie normalement. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la médecine alternative. Donc dans un premier temps Lisa, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, volontiers. C'est toujours une question où il faut se méfier de la réponse parce qu'elle peut être très longue. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tu l'as dit, on va dire qu'en termes d'étiquette et de diplôme, j'ai fait un parcours qui m'a fait exercer en tant que nutrithérapeute, qui était une formation elle-même intégrée dans un cursus de naturopathie. Même si la nutrithérapie était beaucoup plus poussée en fait comparativement à d'autres écoles de naturopathie où en fait on voit la nutrition de manière assez superficielle à mon sens. Et donc j'avais choisi cette école en Suisse parce qu'il y avait vraiment une formation à part de nutrithérapie. Et j'ai exercé comme réflexologue, j'ai appris le massage ayurvédique aussi au Sri Lanka. Donc on va dire que j'ai toujours été déjà à titre personnel passionnée par les médecines ancestrales, par ces médecines dites holistiques. Je sais que c'est un mot qui fait beaucoup peur, mais en fait, ça veut juste dire prendre soin de soi sur tous les plans, et c'est vraiment mon credo. Et puis après, au fur et à mesure en fait, de ces années d'expérience en cabinet, je me suis très rapidement en fait, rendu compte que ça ne me convenait pas du tout que de faire du one-one, et que je trouvais presque pas normal. Il y avait une forme de désalignement dans le fait de donner des indications, pour moi, extrêmement premier niveau, on va dire, et que les personnes devaient me payer pour ça, alors que pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Donc j'ai quitté mes cabinets en 2019 pour lancer mon compte Instagram, lancer un podcast, vraiment dans le but de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Et c'est ce qui m'a propulsée en fait en tant que chef d'entreprise, podcasteuse, on va dire. Certaines amies diront influenceuse, même si j'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, why not? Si c'est pour influencer dans le bon sens, j'ai envie de dire super. Et c'est vrai que ça a été pour moi un challenge parce que je me reconnais beaucoup plus dans le côté accompagnante, facilitatrice, thérapeute d'une certaine manière que chef d'entreprise, etc. Même si tout m'éclate parce que je suis très curieuse et j'adore apprendre. Et puis maintenant, ça fait 5 ans en fait que j'ai lancé l'académie IGI. Donc je dis IGI, mais en vrai, on pourrait dire IGI parce que c'est HYGIE, qui est l'Académie de la santé préventive dans laquelle j'enseigne à des particuliers, à des professionnels de santé. Mais tu vois, quand tu me parles de présentation, je pense que ça, c'est ce que je t'aurais dit il y a 5 ans. Et en 5 ans, il y a beaucoup de choses aussi qui ont bougé et qui n'ont fait que élargir encore mon domaine d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des retraites aussi au Portugal, où j'intègre la thérapie par le breathwork, la libération émotionnelle par le breathwork, par l'usage des bains froids, de la danse intuitive, des cercles de parole. Je pense que la communication, le fait de verbaliser
est quelque chose pour moi d'extrêmement important. Et tous ces outils, en fait, c'est des choses que j'ai intégrées au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je me reconnais beaucoup plus dans cette approche d'accompagnante en santé holistique, c'est-à-dire intégrant le plan émotionnel, mental et spirituel, que nutrithérapeute formatrice, tu vois. Mais voilà, l'un n'enlève pas l'autre et tout me passionne tout autant comme à mes débuts, donc voilà. Justement, en fait, pour moi, le holistique, ça vient aussi de l'aspect complémentaire. C'est-à-dire que tout est complémentaire, même si on est naturopathe, on peut aussi beaucoup s'intéresser à la santé, au système cardiovasculaire, justement. On peut également intégrer tout l'aspect psychologique, thérapie émotionnelle, puisque d'ailleurs, tout ce qui concerne la nutrition, c'est très émotionnel, puisque ça vient activer notamment la dopamine, la sérotonine, une sensation de plaisir, donc il y a de l'émotion également dans la nutrition. Donc je pense que ce qui fait peur dans holistique, c'est peut-être le côté spirituel, où on peut voir ça comme perché, alors qu'à l'origine, ça veut bien dire complémentaire. Oui, au-delà même de complémentaire, pour moi ça veut dire imbriqué, intrinsèquement relié en fait. C'est même pas tant complémentaire, pour moi on a dissocié quelque chose qui est à la base systémique. Donc c'est de revenir à l'origine de ce qui est en fait. Et tu vois, quand on parle de la nutrition qui est émotionnelle, pour moi c'est tout en fait. C'est-à-dire que on sait très bien que notre premier cerveau, qui pour moi est l'intestin, parce que c'est lui qui aussi contient énormément de neurones et qui va donner 80% des informations vont du ventre au cerveau cérébral pour informer, que le corps puisse informer, en tout cas le cerveau entérique, le cerveau qu'il y a dans le ventre puisse informer le cerveau cérébral. Ça communique dans les deux sens bien sûr, mais 80% partent du ventre. Et on a, bien sûr, on le voit aussi dans Nutri par exemple, mais pour les personnes qui sont un petit peu aguerries ou qui ont un petit peu lu sur tout ça, c'est l'impact de nos émotions, de nos pensées sur l'alimentation, mais aussi à l'inverse, l'impact de ce qu'on a pu vivre dans l'enfance sur nos comportements alimentaires aussi. C'est-à-dire la manière dont j'ai été mis au sein ou pas à la naissance, la manière dont j'ai été aimée ou pas, la manière dont s'est passé l'intégration progressive ou non des aliments, le fait de couper avec le sein de maman pour passer à l'alimentation, tout ça, c'est des choses qui sont très archaïques et qui vont moduler aussi notre manière d'utiliser l'alimentation, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on ne mange pas pour se nourrir. C'était le cas il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des écouteurs dans les oreilles, c'est plus une question de vie ou de mort. C'est une question de pourquoi je me nourris. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte que c'est même bien plus vaste encore que l'émotionnel et qu'en fait, c'est un rapport systémique à avoir avec l'alimentation. Oui, effectivement, génial. En fait, là aussi, tu viens d'aborder quelques croyances et notamment le lait maternel. Ça me fait beaucoup penser à cette recommandation donc, de l'OMS qui est d'allaiter pendant 6 mois. Alors, quelles sont justement les influences de ce lait maternel quand on vient au monde, qu'on n'est pas allaité, qu'on n'a pas cette chance-là? Quelles peuvent être les premières conséquences de cela? Je pense que la première conséquence, au-delà... Alors, on a bien sûr un impact direct sur le microbiote. Ça déjà de base. C'est-à-dire qu'à travers les globules blancs, à travers tout ce qui va être donné dans le lait, notamment les premiers jours, on va avoir en fait un ensemencement du microbiote intestinal de l'enfant, donc de son microbiote général, en fait, buccal, intestinal. Et puis on va avoir le ratio parfait d'acides gras, de protéines pour faire grandir l'enfant, avec la dose juste d'hormones de croissance. Donc on est vraiment en fait dans une recette parfaite pour la santé de l'enfant, du nourrisson là en l'occurrence. Donc il y a bien sûr déjà d'un aspect très, on va dire, diététique, micronutritionnel, macronutritionnel. Donc quand je dis macro, c'est protéines, glucides, lipides. Micronutritionnel, c'est les vitamines, les minéraux qu'on peut trouver dedans. Puis là, en l'occurrence aussi, les bactéries qui vont contenir ce lait. Génial, cadeau bonheur, c'est super. Tu nais par voie basse, t'as le lait de ta maman, c'est super. Mais au-delà de ça, le fait de mettre l'enfant au sein, en fait, on va tout de suite avoir ce pot à pot, on va tout de suite avoir ce contact. C'est-à-dire que l'enfant qui a été au chaud pendant plus ou moins 9 mois a entendu battre le cœur de sa maman, a été au contact, a été quand même dans un bain bien chaud pendant un temps. Donc quand il sort du ventre, le fait de le remettre au contact de cette peau, même si c'est à l'extérieur, et d'entendre le battement de sa mère,
c'est extrêmement rassurant. Aujourd'hui, on sait, David Servan-Schreiber en parlait, je pense, ça a été l'un des premiers à en parler dans ses ouvrages, pour montrer qu'un enfant qui n'est pas touché cesse de grandir. Sa croissance est stoppée, en fait. Donc il y a quelque chose encore là aussi d'archaïque, qui est que si je ne suis pas touchée, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de moi, et ça veut dire que potentiellement je peux mourir. Donc déjà de base, d'être dans ce pot à pot, de sentir l'amour de la mère, de sentir la chaleur, de sentir le cœur, pour le système nerveux de l'enfant, c'est un game changer en fait. Ça apporte de la sécurité, ça apporte de l'amour, et en fait c'est ça qui fait aussi qu'il va y avoir une très bonne régulation au niveau donc, de son système nerveux, de ses hormones. Donc il y a pour moi quelque chose de très très puissant par rapport aux besoins d'amour naturel qu'a l'enfant à la naissance, parce qu'il est dépendant. Et un enfant qui n'est pas assez touché, un enfant qui n'est pas mis contre la peau de sa mère, un enfant qui n'est pas allaité, peut en fait avoir, comment dire, comme une forme de plus ou moins grand traumatisme qui est je ne suis pas aimée ou je suis abandonnée, ou en tout cas qui est un stress, quel qu'il soit. Ça peut générer un stress. Et ce stress-là, en fait, va avoir des impacts, parce qu'un enfant de 0 à 7 ans n'a pas du tout le même type d'onde cérébrale que nous, on peut avoir quand on est adulte. On sait aujourd'hui qu'au niveau des ondes cérébrales, ça va de delta à theta. Donc delta, sommeil très très profond. Theta, c'est sommeil, état méditatif très profond. On est dans des états d'hypnose quand on est, ou de programmation en fait, hein, quand on est dans des états theta. Il y a les ondes alpha qui sont plus des états de méditation un peu plus légère, ou des états de flow créatif. Ou alors c'est ces états où parfois on est par exemple sous la douche ou en train de cuisiner, puis on a des idées qui nous viennent, donc on est souvent dans du alpha en fait dans ces moments-là. Le bêta, c'est clairement ce qu'on est en train d'avoir toi et moi, parce qu'on est en train de parler toutes les deux là dans un podcast, donc on a des ondes cérébrales qui sont un peu plus rapides. Et puis il y a le gamma, voire gamma++, où là on peut atteindre ça quand on est dans des moments d'hyper-focus, où certains états méditatifs transcendantaux aussi permettent d'être dans du gamma très très élevé. Bon, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est chez le nourrisson, on sait qu'il va avoir que 2 types d'ondes, c'est delta et theta. Donc, tout ce que va vivre l'enfant, donc soit il est dans un sommeil profond parce qu'il doit grandir, il doit se régénérer, il doit se construire, soit il est dans un état de programmation. Theta, c'est vraiment l'hypnose, donc il se programme. Donc, tout ce qu'il va vivre va être pris sans filtre, en fait. Ça va devenir ce qui va le construire. Donc, un enfant qui n'est pas assez touché, un enfant qui n'est pas allaité, un enfant qui manque du contact, et ils sont tous différents. Je pense que n'importe quelle maman qui nous écoute pourra attester du fait que chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui sont très autonomes, très indépendants. Il y en a d'autres qui sont très sensibles et qui, même s'ils ont eu tout l'amour du monde et la présence de leur mère, ils sont plus demandants. Et en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on s'adapte au désir de l'enfant pour s'assurer que, de lui apporter la sécurité et l'amour dont il a besoin. Mais après, tout petit, quand ils viennent de naître, il n'y a pas ces signaux-là, si ce n'est bien sûr des pleurs. Et là, c'est le plus possible faire ce qu'on fait de manière archaïque, en fait. C'est-à-dire avoir, comme font les Africains, ils enveloppent l'enfant contre eux, il est serré, il est collé, il est toujours au contact de la mère, soit devant, soit dans le dos, mais il est là, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et en l'occurrence, on voit bien que des enfants... quand je dis on voit bien, des études le montrent, mais moi je le vois aussi beaucoup en accompagnant. Moi, j'ai pas été allaitée, j'ai pas eu cette chance. Ma mère a failli mourir quand elle m'a donné vie et quand elle m'a enfantée. Et je pense que je sais, pour l'avoir revisité, cette naissance, que c'était un traumatisme pour moi en tant que bébé. Et que je l'ai vu très 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 tard, mais que certains aliments venaient combler en fait de manière complètement inconsciente une forme de manque. Venait combler une forme de manque d'amour, et c'est des choses qui seraient activées que quand j'y vais des séparations sentimentales, par exemple. Donc, c'est presque pareil pour le commun des mortels, c'est-à-dire le coup classique de tu te sépares, ou tu as un petit coup dur, ou tu as une grosse journée, tu vas prendre dans le carré de chocolat, tu vas prendre un peu de glace, tu vas prendre un petit truc. Ça semble normal, mais c'est déjà en fait une réponse à un manque. Et on est déjà dans une compensation via l'alimentation d'un problème qui est d'ordre relationnel, émotionnel, mental, psychique, tu vois, peu importe ce qu'on peut mettre dessus. Et par contre, ça peut être beaucoup plus poussé. On peut vraiment avoir, et là ça va plus être en grandissant aussi, en lien avec le père ou en lien avec la mère,
par manque, par excès, par critique, par voilà, l'éducation ou l'absence de l'un ou de l'autre, développer des troubles du comportement alimentaire beaucoup plus poussés aussi. Mais oui, ça demande d'être très vigilant à comment on élève nos enfants. Et c'est aussi pourquoi, pour moi, on devrait avoir l'école des parents. Tu vois, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce que c'est que d'enfanter? Qu'est-ce que c'est qu'une grossesse? De quoi est-ce qu'on a besoin pour être fertile, hommes et femmes? Comment est-ce qu'on élève nos enfants? À quoi être vigilant de 0 à 7 ans? Parce qu'ils sont en cours de programmation, en fait. Et même sans parler que d'alimentation, mais d'éducation générale, pour moi, on devrait clairement être formés, en fait. Et je pense que dans peut-être des siècles, on y arrivera parce qu'on aura enfin compris. Tu vois? Ouais, non, c'est vrai que Mm. c'est puissant, hein. De toute façon, tout ce qui se passe rien que dans la vie intra-utérine, déjà là, il va se jouer énormément de choses qui vont influencer le comportement de l'enfant, sa santé, son microbiote notamment. Tout à fait. Et je Très pratique juste, oui. également le Theta Healing, donc je sais pas si tu connais, mais c'est justement une reprogrammation des croyances subconscientes grâce aux ondes Theta, Mm. qui est la thérapie des croyances inconscientes par excellence. C'est pour ça que je m'étais Mm. formée là-dedans. Et alors, on pose toujours une question dans le diagnostic qui est quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois, ton sentiment, la façon dont tu te sens. Et quand ils disent ça a toujours été comme ça, bah c'est là qu'on va savoir qu'il y a un rapport à la mère, en fait, c'est-à-dire à la vie intra-utérine et à l'accouchement. Et c'est là qu'on va demander bah, comment s'est passée ta naissance. Mm. Ceux qui sont Theta Healers, normalement, ils reconnaissent. Mm. Tout à fait. Également, c'est aussi très intéressant, ça fait le lien avec des concepts philosophiques, puisque, tu sais, en philo, on apprend notamment, quand on est au lycée, sur le chapitre sur la culture, que en fait, l'enfant n'a pas d'instinct, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas d'instinct, c'est un être de culture. Et donc on a remis tous les instincts en question, tous les instincts qu'on pensait avoir, qui sont plutôt en fait une évolution sociale au fil des millénaires hein, de l'être humain. Alors, ils mettaient quand même en exception l'instinct de survie. L'être humain a quand même l'instinct de survie. Eh bien, ils ont montré que non, que justement, si l'enfant n'est pas touché, ne reçoit pas d'amour, ou qu'on ne communique pas avec le bébé, eh bien, c'est possible qu'il se laisse dépérir. Et alors là, moi, ça m'a secoué. Je me suis dit, Tout à fait. ah ouais. Mm. Tout à fait, oui, oui. C'est vraiment, c'est des études qui, bon, assez violentes qui ont été faites parce qu'il y a eu, en l'occurrence, dans l'étude que j'avais pu lire, en tout cas, c'était plus un résumé de ce qui s'était passé dans certains hôpitaux d'enfants soit abandonnés, soit voilà, avec des parents, une mère qui meurt, ou X, Y, Z. Donc les enfants étaient en couveuse, pas touchés, et ils hurlaient, ils hurlaient, ils hurlaient. Et ils se sont rendus compte que leur croissance se stoppait. Après, ça a été développé, c'est-à-dire qu'il y a eu ces premières observations, puis après, ça a été développé avec des études vraiment, avec des protocoles d'études scientifiques. Mais c'est né à la base d'une observation, et c'était une infirmière qui, à la base, n'avait pas le droit de les toucher parce qu'ils étaient prématurés, ils étaient câblés, etc. Et c'est elle qui a commencé à aller les toucher, à aller les prendre dans les bras de manière cachée, on va dire. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, déjà, ça les calmait, mais que surtout, leur croissance reprenait. Et de là, ils se sont dit, OK, il y a vraiment quelque chose. Et des études ont été plus poussées. Mais oui, oui, c'est ce qui se passe. Et c'est naturel, en fait, quand ils pensent. C'est comme la mère qui va... t'as un petit chaton qui a le coryza ou qui a quelconque maladie. Elle va rejeter le petit chat parce que sinon, il va contaminer toute la portée. Et il est beaucoup trop dépendant de sa mère à cet âge-là pour survivre. Donc, en fait, il n'a pas le choix que de mourir, en fait, que de se laisser mourir. Il peut pas se débrouiller tout seul. Et nous, en tant qu'humains, on le voit bien, hein, n'importe quel mammifère, il est debout sur ses 4 pattes en 2 secondes. Nous, non. Il nous faut un petit peu plus de temps. Donc s'il n'y a pas cet amour, si pour le système nerveux, en fait, on enregistre que il n'y a pas l'attention nécessaire, il n'y a pas le toucher qui permet la survie, les fonctions s'arrêtent. C'est tout. Ouais, effectivement. Non, c'est vrai que ça paraît très logique, hein, maintenant on dit comme ça. Mais il y avait l'air d'y avoir ce message qui disait que même à l'âge adulte, en fait, on n'a pas forcément cet instinct de survie. Alors après, voilà, il y a encore un champ des possibles en philosophie. Mais j'aimerais aussi revenir sur... tu as partagé très intimement l'épisode de ta naissance.
Est-ce que c'est un traumatisme donc qui t'a aussi amené à faire tes recherches en naturopathie? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par la naturopathie, je vais surtout dire, par tout ce qui peut moduler notre santé, en fait. J'étais cavalière, j'ai toujours été très sportive et j'étais un petit peu limitée dans mes pratiques par des petits soucis physiques. Et en fait, je me suis vite intéressée à comment optimiser ça, comment renforcer mon corps. Donc ça a vraiment été d'abord un passage par le plan physique qui m'a amenée en fait à m'ouvrir à d'autres choses et puis à découvrir au fur et à mesure de mon parcours, parce que j'étais toute jeune quand j'ai commencé à lire et à m'intéresser à tout ça. J'avais 16-17 ans, donc j'avais pas du tout conscience d'ailleurs que ma naissance était un traumatisme, mais par contre, c'est par la suite, vu que j'ai toujours été attirée, je me souviens, j'ai consulté pendant des années, ils me disaient, ben, qu'est-ce qui va pas? Je dis, ben, ça va. Je suis juste curieuse, en fait. J'ai juste envie de comprendre comment je fonctionne, ma psychologie. Il y a des choses à creuser, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ce corps. Mais c'est vrai que j'étais un peu... c'était pas normal, en fait, de consulter quand ça allait bien, en fait. Et c'est aussi, je pense, ce pourquoi j'étais faite à la base. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours, mais arrêtez d'attendre d'être mal pour consulter à tous les niveaux. Parce que quand tu vas pas bien et que tu dois en plus te trouver un praticien, ils sont tous pris, il y a toujours des listes d'attente. Ben, en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir déjà ton équipe de thérapeutes ou ton équipe médicale quand tout va bien, parce qu'ils te connaissent, parce qu'il y a un suivi, et du coup, le jour où ça va pas pour X ou Y raison, ben, tu sais qui appeler, en fait. Déjà de base. Et puis, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, parce que clairement, pour le coup, pour l'avoir vu, on est souvent, en tant que nutrithérapeute et naturopathe, la dernière roue du carrosse, et les gens sont en errance médicale parfois pendant 10 ans, sont complémentés en boîte mille trucs, et prennent plein de médicaments. Et puis nous, on arrive et il faudrait qu'on fasse des miracles. Mais non, déjà, c'est pas nous qui le faisons, c'est à eux de le faire. Nous, on peut qu'ouvrir les portes. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, si dès le départ, il y avait une hygiène de vie euh, holistique mise en place, ça éviterait mais tellement de problèmes. Donc tout ça pour en revenir au fait que ce côté prévention et ce côté prendre soin de moi et me découvrir et comprendre comment je fonctionne sur tous les plans, ça m'a toujours animée. Et donc j'ai commencé par la santé physique et ça m'a amené en fait progressivement à ouvrir des portes et à rencontrer d'autres types de praticiens. Puis après il y avait des résonances, puis en fait, c'est un jour, je sais pas, tu fais une séance d'ostéopathie avec quelqu'un d'un peu connecté, puis il me parle de ma naissance, et puis un jour, je fais un breathwork, et puis je revisite ma naissance, et puis bon, au fur et à mesure, en fait, le truc se construit, tu vois. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en effet, il y avait vraiment eu quelque chose de, de traumatique à ma naissance pour le bébé que j'étais. Donc, et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le mot traumatisme me fait un peu peur souvent, mais non, c'est juste de comprendre ce qui s'est joué pour prendre conscience de la structure avec laquelle on a grandi, en fait. Oui, tu as tout à fait raison, ça peut faire peur, alors que je pense qu'on est tous traumatisés à notre échelle, plus ou moins grande, à une Tout à intensité fait. plus ou moins grande, ça dépend de chaque personne. Et la moindre contrariété peut causer un traumatisme. Il suffit que très jeune, notre maman soit au téléphone pendant que nous, on a besoin d'elle à ce moment-là, et qu'elle nous demande de nous Exact. taire, et ben voilà, on a déjà un traumatisme. Donc c'est pour ça Non, mais tu vois, il faut pas dramatiser. Mm. tu dis ça, mais par exemple, dire à un enfant de 3 ans, dépêche-toi de faire tes lacets, ça peut être un traumatisme. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps quand j'accompagne des entrepreneurs ou quand j'accompagne des personnes, c'est ce côté d'avoir été pressé. Parce qu'on n'a pas les ondes cérébrales nous permettant de nous presser. On est de tension, on est en onde θ et en onde delta. Donc c'est pas possible, on est en train de se programmer. Donc un parent qui est tout le temps en train de presser son enfant qui a moins de 7 ans, en fait ça crée quelque chose de je suis incapable, je ne suis pas assez, et ça peut créer en effet des choses autour du rapport au temps aussi qui sont compliquées, qui sont très compliquées. Et ça ressort Oui. très souvent, ça. Ouais, Ah oui, c'est intéressant. Ou même finis ton assiette, alors que on est déjà full et qu'on n'a pas envie de terminer, ou que c'est un aliment bien vraiment sûr, qui nous procure du dégoût. Ça aussi, ça peut tout être à fait. traumatisant, oui. Tout à fait. Exactement. Alors, justement, j'aimerais bien qu'on parle de l'alimentation. Et j'aimerais bien commencer par une croyance qui est il faut manger de tout. Alors, Mhm. qu'est-ce qu'on peut en dire? Puisque effectivement, on nous bassine les oreilles qu'il faut manger très varié, diversifié, etc. Qu'est-ce que toi tu en dis? Est-ce qu'il faut vraiment manger de tout? Bah, ça dépend ce qu'on met dans tout, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que
Euh, L'alimentation, c'est quelque chose de profondément intime et à personnaliser. C'est quelque chose en plus qui devrait tellement plus s'adapter au fil des saisons. C'est-à-dire qu'on ne va pas manger la même chose l'hiver que ce qu'on mange l'été. On ne va pas manger la même chose si on est asiatique ou français et si on vit au Japon ou en Afrique. Donc déjà, on ne peut pas manger de tout si on prend cet exemple-là, selon ne serait-ce que rien que notre localisation et la saison dans laquelle on est. Je pense que c'est une réponse qui demande juste du bon sens en fait. C'est-à-dire que manger de tout à partir du moment où on parle d'aliments qui sont vrais, qui sont vivants, qui sont de saison, qui sont 100% naturels, oui, sans aucun problème. Par contre, si tu commences à inclure dans l'alimentation tout ce qui a été transformé par l'industrie, donc les produits transformés, les produits ultra transformés, le tout qu'on nous sert partout, c'est-à-dire l'excès de gluten, l'excès de produits laitiers, l'excès de viande, l'excès de sucre, bah là non en fait. C'est-à-dire que ce qu'on nous sert globalement dans les restaurants, ça devrait être 20% du temps maximum, et le 80% du temps, ça devrait être des aliments frais, vivants, donc des fruits, des légumes, des légumineuses, de la viande, du poisson, why not, des œufs, mais d'excellente qualité, c'est-à-dire bio, non traités, pour s'éviter un maximum d'hormones, tant qu'à faire. Et là, why not? Donc, voilà, tout dépend de ce qu'on met dans tout, en fait. Et je pense que c'est avant tout une question de ratio que de qu'est-ce qu'on va manger. En fait, on pourrait avoir une alimentation très équilibrée, peut-être même parfois avec moins de diversité, mais parce que les ratios sont parfaitement respectés entre les différents macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, et aussi entre la qualité alimentaire, qui pour moi est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mange au niveau qualitatif, comment je le mange, dans quel état émotionnel, mental, quel est mon niveau de stress quand je le mange, quelles sont mes pensées quand je le mange. Et c'est ça, en fait, la grosse erreur aussi pour moi, c'est que très souvent, on minimise énormément tout l'environnement biochimique intérieur et l'environnement extérieur au moment de la prise du repas. Or, c'est tout aussi important de ce qu'on mange, en fait. Et c'est là aussi où l'approche holistique, elle a vraiment son sens. Je dis toujours, et il y a plein de gens qui me disent, Lisa, j'ai mangé des pizzas, des pâtes, j'ai mangé beaucoup plus quand j'étais en vacances, j'ai perdu 3 kilos. Bah ouais, mais peut-être parce que tu as pris plus le temps de manger, tu as pris plus le temps de mastiquer, et surtout, tu étais moins stressé. Donc, tu as beaucoup plus de temps de digérer, et ton corps n'est pas en mode stockage parce que tes niveaux de cortisol sont perchés, sont perchés là-haut, en fait. Et c'est pourquoi, dans l'alimentation, il y a tout ça qui rentre en compte. Oui, d'ailleurs, moi je connais plein de personnes, des amis, des connaissances qui mangent en faisant autre chose. Et à Oui, chaque fois, on a cette conversation et je leur dis, bah en fait, c'est pas très bon parce que l'alimentation consciente, c'est aussi savoir ce qu'on met dans la bouche en conscience, qu'est-ce qui entre dans mon corps. c'est ça. Et également de pouvoir focaliser son attention là-dessus, ça permet, comme tu dis, de bien mastiquer et donc de mieux digérer. Et souvent, j'ai la réponse ah oui, mais moi ça va, j'ai aucun problème. Et justement, d'ailleurs, on revient sur ces croyances de bah, il faut avoir un problème pour forcément consulter, il faut forcément. Si on s'intéresse en fait à notre corps et la façon dont on fonctionne, c'est parce qu'à la base ça part d'une maladie ou d'un mal-être, alors qu'en fait c'est juste peut-être par soif de connaissance hein, et un besoin de comprendre Tout à fait. dans une dynamique préventive, comme tu disais. Bah, d'ailleurs, le lavage intestinal que je pratique au Brésil, c'est une médecine préventive. C'est pas forcément les gens, comme je te disais, qui ont des cancers Tout à du fait. côlon qui pratiquent ce lavage, très loin de là. Et Clairement. alors, justement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse à ces personnes qui s'obstinent un petit peu et qui disent non, non, moi tout va bien, même si je regarde effectivement toujours la télé ou bien une série, ma série en mangeant, tout se passe bien, je n'ai aucun problème digestif. Et puis bon, 2 jours après, ils nous disent à quel point ils sont crevés. On peut rien leur dire. On peut rien leur dire. Parce que ça part d'une démarche qui est personnelle. On n'est pas là pour sauver les gens, en fait. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est que c'est le gros problème des thérapeutes, des praticiens, des gens qui commencent à se former, même parfois de personnes, de praticiens aguerris, c'est en fait se dire non mais je vois bien, alors je vais les citer parce que je dirai jamais ça, mais je vois bien que tu fais mal et en fait tu penses que tu vas bien mais tu vas pas bien, je vais te dire pourquoi. Mais ça c'est le syndrome du sauveur activé plus 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 et je pense qu'en tant que praticien, si on n'a pas réglé ce problème-là, on va avoir des gros problèmes à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va se prendre des murs.
Et tant mieux, il faut qu'on se les prenne pour revenir à notre place, en fait. On n'est pas là pour sauver les gens. Et je pense que c'est ça aussi, des fois, ce qui est challengeant quand on fait des podcasts, etc., c'est que souvent, les personnes qui nous écoutent, c'est déjà des personnes qui savent, en fait, les erreurs. On vient juste peaufiner à travers ce qu'on partage un petit peu la vision. Mais il est rare que ce soit des personnes qui soient en train de manger des McDo matin, midi et soir, ou des pizzas, des pâtes, qui sont en train de nous écouter, sauf le jour où ça ira mal. Mais là, elles seront prêtes, en fait. Et du coup, elles seront dans une démarche de oui, en effet, ça va pas. En effet, j'ai des symptômes. En effet, on m'a diagnostiqué X, Y, Z, et donc elles auront envie. Mais celles qui se disent que ça va bien, bah génial, si tout va bien pour toi, bah tant mieux. On va pas, nous, aller créer un problème là où eux ne le voient pas, en fait. C'est aussi simple Ça, que ça, hein. c'est d'où l'importance de partager son expérience plutôt que de vouloir commenter ou de vouloir conseiller. En fait, c'est en partant de soi qu'on a plus tendance à avoir un impact qu'en souhaitant diriger. Moi, je sais que j'ai tendance à... Bah, d'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mon instructrice, où j'ai la sensation que comme si je devais convaincre, persuader... alors qu'en fait, non. Elle me dit, bah, tu sais, c'est un appel. Les personnes qui souhaitent soigner leur santé intestinale, c'est un appel. Donc de toute façon, soit elles sont intéressées par ce qu'elles te disent, et ça s'arrête là, soit elles sont inspirées. Et là, elles vont vouloir passer à l'action. Mais en fait, ça reste un appel. Exactement. Donc tu pourras pas convaincre, tu pourras pas persuader. Et moi, je pense que j'ai des croyances dans ce domaine-là, de vouloir persuader, convaincre, sinon j'ai l'impression que ce que je dis n'a pas de valeur. Enfin, tu vois, on a travaillé tout ça également avec mon instructrice, c'était super intéressant. Mais, Bien sûr, c'est souvent une question de légitimité, de valeur, et ça c'est aussi en lien avec papa-maman, hein, clairement, hein. La légitimité, c'est de se voir qu'est-ce qui se joue aux côtés de la mère, et c'est un vrai travail que d'être thérapeute, praticien et accompagnant. Je trouve qu'aujourd'hui c'est minimisé. Moi, clairement, j'avais une très bonne école en Suisse, mais clairement c'est des choses qui ont été survolées aussi, et c'est pourquoi aujourd'hui... je me passionne aussi à transmettre ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, à la fois au niveau à titre professionnel, mais surtout à titre personnel, pour en fait euh, trouver la posture juste et transmettre cette posture en fait, parce qu'il y a beaucoup à tous les niveaux, hein, que ce soit prof de yoga, énergéticien, facilitateur, etc., qui n'ont pas ces consciences-là. Moi, j'ai eu un prof qui nous a dit, c'était la première année, quasiment le premier jour, il disait, si vous n'avez pas conscience en tant que thérapeute, qu'il y a une envie inconsciente d'avoir le pouvoir sur l'autre et un syndrome du sauveur, vous êtes mal barré. Il va déjà falloir commencer par travailler sur ça, en fait. Donc c'est hyper important, je pense, de toujours se dire, ok, qu'est-ce qui se joue, en fait? Qu'est-ce qui se joue dans cette démarche? Comme là, dans le fait de vouloir convaincre, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de convaincre? À quel moment j'ai pas été suffisamment entendue? À quel moment ma voix n'avait pas assez de poids, à quel moment ça a été discrédité ou X, Y, Z, ou alors quoi que je dise, quoi que je fasse, ce n'était pas assez, donc ma valeur, elle est pas crête, et donc on grandit avec ça. Du coup, on se remplit le cerveau de plein de connaissances pour se sentir légitime, sauf qu'en fait, la blessure, elle n'a pas été vue, elle n'a pas été guérie, et en fin de compte, on refait les mêmes choses. C'est juste que le mental, il est rassuré, en fait. Mais sur le plan émotionnel, physique et énergétique, ça l'est pas. Et donc, ce qui est magnifique, c'est qu'en choisissant ces métiers, on se confronte à ça pour que la vie nous invite à dire, tu la vois tu la vois ta blessure, tu vois ton manque de justice, tu vois ton manque de valeur, tu vois, t'as beau apprendre, ça ne changera rien, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est beau et qui est nécessaire en tant que praticien de travailler, de conscientiser. Et donc, moi clairement, je crois que j'ai eu de la chance, j'ai envie de dire, parce que j'ai jamais eu besoin de convaincre. J'ai jamais, tu vois, quand je voyais des personnes pas intéressées, moi je disais, par exemple à des proches, très viandards, alcool, drogue, ils venaient chez moi, je disais, vous ramenez votre viande si vous voulez, mais moi je cuisinerai pas ça, le barbecue c'est végétal, etc., etc. Mais je leur ai jamais rien dit, alors que pareil, il y avait beaucoup de problèmes d'infertilité, beaucoup de problèmes de santé, etc. Moi, je disais rien. Mais ce qui a été magnifique, c'est qu'en fait, ils sont restés à mon contact. Et en fait, quand j'ai lancé G-Nutri, ils ont tous acheté la formation. Et je me souviens, alors ils étaient tous infirmiers, pompiers. Et je me disais, mais c'est fou, parce que pour moi, c'était ma plus grande victoire.
C'était de me dire, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est enseigner par l'exemple. Vous faites votre chemin. Faites votre chemin. À un moment donné, si les gens sont attirés, ils verront qu'il y a de la lumière à cet endroit-là et ils ouvriront la porte en fait. Donc je pense qu'il est, il est vraiment là le chemin. C'est comment on enseigne par l'exemple et comment on met à disposition quelque chose. Et si les gens en effet sentent l'appel, ils iront parce que tu peux même passer 1 heure à essayer de convaincre quelqu'un. On le sait, dans nos métiers, il faut passer à l'action. C'est comment tu vas transformer ton quotidien, comment est-ce que tu vas changer ta manière de faire les courses, qu'est-ce que tu vas faire pour cuisiner différemment. Ça demande des efforts. S'il n'y a pas l'appel, tu pourras les convaincre pendant 3 heures, il ne se passera rien après en fait. Donc voilà, donc je pense que c'est extrêmement important de faire pour soi et de juste répondre à une demande et de non imposer quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Après, c'est toute la problématique aussi de quand on a son entreprise, en tant qu'on soit thérapeute ou qu'on soit formatrice ou formateur, c'est toute la problématique d'acquisition de clients. En fait, je pense que c'est une expérience tellement exponentielle, enrichissante sur le plan personnel. Comme tu disais, ces métiers de thérapeute, mais également de construction d'entreprise, nous renvoient un peu constamment à ces blessures personnelles, puisque ça part de nous. Puisque personne ne nous dit quoi faire, c'est nous qui devons créer. Et je pense que la création, en ce sens, est un fabuleux outil de transformation, de transcender en fait toutes ces blessures-là. Et c'est à ce moment-là, je pense, c'est une fois qu'on a vraiment conscientisé ce pouvoir-là, que les clients, on les attire sans essayer de convaincre, justement. Exactement, parce que c'est de l'énergie en fait. C'est ça qui est mal interprété, je trouve. Il y a encore ce côté ah, c'est perché, ah, mais où sont les preuves? Mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, à un moment donné, soit on a vraiment de la merde dans les yeux, excuse-moi l'expression, mais je veux dire, nous sommes des êtres électromagnétiques. Tout est énergie, on le sait. Enfin, je veux dire, si on veut des études, c'est prouvé par A plus B depuis déjà des dizaines d'années. Enfin, il y a plus maintenant à discuter sur ces points-là. Et en fait, c'est de comprendre qu'en effet, on va attirer à nous une énergie, on va être attiré par une énergie. Et quelque chose qui n'est pas intégré ne va pas être vibrant. Donc un praticien qui va sortir 1 milliard de théories mais qui n'a pas intégré dans la chair, il va d'office avoir moins de clients et moins de personnes que quelqu'un qui le vit, qui est passionné, qui le transmet avec tout son cœur. Parce que c'est une question d'énergie et de fréquence en fait. C'est tout comme le fait de se dire je deviens thérapeute mais j'ai peur de ne pas avoir assez de clients. La peur, elle est là, la peur, elle a une fréquence et c'est une fréquence qui est très basse. Et c'est pourquoi, en fait, je dis toujours, même aux personnes que je forme pour devenir professionnelles dans ce domaine, de dire assurez-vous d'avoir les finances avant même de vouloir aider qui que ce soit ou soutenir qui que ce soit ou éduquer, etc. Parce que si vous commencez à mettre un objectif financier qui est trop important parce que vous avez besoin de vivre, parce que vous avez besoin de nourrir votre famille, vous allez y mettre une énergie qui n'est pas alignée. Et c'est pourquoi, en fait, c'est un juste milieu entre « ok, ça me passionne, j'intègre, je prends le temps de l'intégrer » et c'est là où souvent on perd 90% des gens. C'est « ah ben non, je vais pas faire les exercices pratiques, je vais me bouffer toute la théorie, je vais passer mes examens, je vais pratiquer. » Génial, t'as rien intégré, t'as pas de clients, normal. Voilà, enfin je veux dire, c'est une addition simple. Non mais c'est vrai, c'est aussi bête que ça. Donc en fait, c'est de se dire, on prend le temps d'intégrer. Moi, quand j'y pense, ça a été 10 ans d'expérimentation, 10 ans d'études, 10 ans de lecture, 10 ans de tous les régimes possibles et imaginables que j'ai testés sur moi. Et après, on me disait, oh, mais t'es passionnée. Mais tu m'étonnes. J'étais pure nutrition pendant 12 ans. C'était tout tourné autour de ça. Et en fait, quand on vit le truc, au-delà de ce qu'on se raconte, on le vibre. Donc on attire. Et je pense qu'en tant que praticien, donc ce qui est important, c'est de se dire, à partir du moment où j'ai plus de demandes, c'est-à-dire que je suis à mi-temps parce que j'ai un métier qui me paye et puis j'ai un métier qui me fait vivre de ma passion et où je transmets, etc. À partir du moment où en fait, ça y est, mon cabinet il est plein à mi-temps, que j'ai encore plus de demandes, là, je vais lâcher mon boulot. Et en fait, on voit vraiment un modèle inversé, tu vois, cette espèce de modèle de « ah non, mais aujourd'hui, il faut vivre de sa passion, et puis aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'être aligné. » Mais en fait, être aligné, c'est aussi être conscient de l'état de son système nerveux. Être aligné, c'est être conscient que on est dans une réalité matérielle, tu vois, et que il faut en fait se subvenir à ses besoins et que les choses se font progressivement, tu vois ce que je veux dire? Donc
c'est très intéressant ces questions qu'on soulève parce qu'en fait, ça permet aussi aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte de vers qui elles sont attirées quand elles consultent et ou aux personnes qui sont en réorientation de se poser les bonnes questions aussi en fait. Et justement, tu soulèves une croyance limitante très importante dans l'entrepreneuriat particulièrement. Moi, on m'a toujours dit, et je pense que c'est une croyance de fait qui est quand même assez limitante du fait de la réalité matérielle, il n'y a que quand tu t'y mettras à 100% de ton temps, 100% de ton énergie et 100% de ta chair et de ton corps que tu auras des résultats. Et je leur dis d'accord, mais moi j'ai pas envie de quitter mon travail sans filet de sécurité. Je n'ai pas Bien envie sûr, d'être en difficulté et du coup de créer l'inverse que tu mentionnes, c'est-à-dire d'être dans ce besoin financier parce que j'ai des charges, j'ai un loyer à payer, je dois bien manger, sûr, j'ai ma voiture, etc. Et je n'ai pas envie de me bien sûr. retrouver dans ce stress. Donc moi je veux bien y consacrer 100% de mon temps, mais à condition que je sois sûre que ça marche. Et qui me donne la condition que ça marche? Personne, même pas moi. Et, 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 et en fait, tu vois, je suis en partie d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on fait les choses à moitié, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il faut être très clair sur sa vision et sur son intention. Par exemple, si l'intention est de devenir praticien X, Y, Z, très bien. Pour ma part, ça a été, je vais travailler comme une acharnée pendant 3 ans pour mettre de côté, pour que quand je commence mes études, je puisse m'y dédier. Mais j'avais un panier de sécurité, j'avais 10 000 € de côté, j'avais de quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour certaines personnes, c'est... Et d'ailleurs, pendant 2 ans, je travaillais du lundi au vendredi et le samedi dimanche, j'étais en formation. Mais par contre, j'étais en formation de nutrition, mais vu que ça faisait 10 ans que je lisais tout sur le sujet, clairement, j'ai fait la formation juste pour choper mon diplôme. J'avais pas besoin c'était pas des découvertes, en fait, mes cours. Mais quand j'ai commencé à intégrer d'autres formations sur la naturopathie, sur la réflexologie, là, j'étais dédiée à ça, en fait. Mais je m'étais fait ce panier de sécurité en amont. Pour certains, ça va être fait en parallèle. Pour certains, ça va être fait, je me mets à fond, je mets de côté pour me dédier. Mais cette réalité, si on prend la pyramide de Maslow, le niveau numéro 1 de base, c'est la sécurité, en fait. Et on ne peut pas être un bon praticien si, quand on reçoit de l'argent, on se dit oh là là, il faudrait peut-être que j'augmente mes prix parce qu'en fait, ça va être compliqué à la fin du mois. C'est pas possible. On ne peut pas être dans l'accompagnement s'il y a cette charge mentale-là, en fait. Donc, c'est vraiment d'être très cohérent, d'être très honnête avec soi-même et de se poser les bonnes questions. Moi, je sais que je suis un peu jusqu'au boutiste et je préfère me dire je bosse à fond, je cumule 3 jobs pour mettre de côté pour après me dédier à une chose. Parce qu'en fait, en vrai, on ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. C'est faux. En vrai, surtout pour notre système nerveux, si tu roules et qu'en même temps tu lis ton téléphone, ton système nerveux, il est en branle. On est meilleur, on mémorise mieux, on apprend mieux, on intègre mieux quand on fait un truc à la fois. Donc, pour ma part, c'est ma manière de faire et je préfère faire ça. Et c'est sûr que plus ça va, plus c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie, j'ai des retraites, j'ai d'autres choses, donc c'est difficile de faire qu'une chose. Mais c'est en fait de se dire, ok, là, pendant 3 semaines, je mets le focus là-dessus. Là, pendant un mois, je mets le focus là-dessus. Et je pense que pour les entrepreneurs, dans cette phrase qui est lance-toi à 100%, sinon pas de plan B. Moi, j'ai tendance à dire pas de plan B. Parce que tant que tu as un plan B, tu as tendance à t'y accrocher. Mais en fait, le plan B, c'est dans la posture intérieure. C'est vraiment se dire, ok, mon vrai désir pour toi, par exemple, c'est d'être praticienne, de faire, d'accompagner les personnes avec des lavements, etc. C'est ça. Ok, comment est-ce que trimestre après trimestre, année après année, je planifie les choses pour me mettre dans cette sécurité financière pour atteindre ça. Parce qu'il n'y a pas de plan B. Le but, c'est que fin 2026, ce soit réglé, que je fasse ça à 100% en fait. Ok. Le problème, c'est que souvent dans l'entrepreneuriat, il y a un peu le raccourci des 2 années de préparation, tu vois. Et c'est là, en fait, qu'après, on se retrouve avec des gens qui sont frustrés ou avec tout le bazar qu'on trouve sur les réseaux sociaux où chacun essaye de vendre sa tambouille alors que personne n'a suffisamment pratiqué ou parce qu'en fait, ils veulent juste remplir leur cabinet. Mais on sent que c'est pas mature, tu vois. Donc voilà, c'est pour moi, l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Moi, c'est quelque chose que c'est l'un des leviers de développement personnel le plus intransigeant et puissant en fait qui existe. Moi, j'ai beaucoup évolué grâce à l'entrepreneuriat, ça m'a confrontée à plein de choses. Mais là où je m'éclate le plus, c'est quand j'accompagne des entrepreneurs. Parce qu'il y a une niaque en fait, et il y a clairement
d'aller voir, ok, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton but, comment tu communiques, c'est quoi ta stratégie, comment tu mets en place les choses. Et pour certains, c'est très intuitif. Et pour certains, des fois, il y a besoin d'aller casser des croyances, comme celle que tu viens de présenter, par exemple, pour mettre un petit peu d'ordre et de structure là-dedans. Voilà. Mais c'est puissant et c'est beau. Oui, génial. Ça m'inspire beaucoup, effectivement, parce que je suis vraiment dans cette phase-là. Donc, je prendrai contact avec toi dès que j'aurai un peu plus Avec de joie. temps. Ouais, ce serait super, justement, de pouvoir approfondir ce sujet-là. Alors, tu parlais des régimes, et effectivement, j'aimerais Oui. bien revoir sur ces régimes-là. Et c'est vrai que parfois, dans l'alimentation, on peut se sentir un peu perdu. Régime vegan, végétarien, sans gluten. Parfois, il y en a qui pratiquent le jeûne intermittent. Moi, combien de fois on m'a vanté les mérites du jeûne intermittent, que c'était super bon pour la santé, et je l'ai expérimenté dans 2 cas différents. C'était dans un cadre où j'étais au Brésil, dans un milieu associatif où le rythme de vie était lent, et du coup j'arrivais bien à supporter, et même ça, j'avais vraiment vu les bénéfices. Et dès que j'ai repris un travail beaucoup plus difficile, avec des horaires, des grosses matinées, du 7h-13h parfois, ce qui est énorme, et ben là, le jeûne intermittent, laisse tomber, ça m'a fait plus de mal qu'autre chose, parce que je rentre à 17h, et en fait, le sucre et tout, l'envie de sucre, parce que en fait, j'ai pas été nourrie le matin. Et également, il y a des croyances, hein. Ah oui, le jeûne intermittent, c'est très mauvais pour le système hormonal des femmes. Moi, j'ai déjà entendu ça. Donc voilà, là-dedans, on est un peu tous perdus, entre les régimes, comme je te disais, vegan, végétarien. Donc, est-ce qu'on pourrait pas remettre un peu d'ordre dans tout ça? Je pense que tu vas parler de l'écoute du corps principalement. Alors, j'ai fait un podcast sur, je crois que je l'ai appelé Quelle diète choisir, je crois, ou quel régime choisir. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais j'ai un podcast qui parle de ça. Donc, ce que je vais dire est en complément de ce que j'avais pu initier dans ce podcast, où pour moi, en fait, si j'ai lancé IG Nutri, donc ma formation, c'est vraiment ma formation phare en nutrition, quand je l'ai lancée, c'est parce qu'en fait, pour bien comprendre en fait ma vision, c'est que peu importe le régime qu'on fait, peu importe notre sexe, notre âge, notre activité, on reste humain. Ok. Donc en tant qu'humain vivant sur la planète Terre, il y a des bases. Donc à la limite, peu importe le régime qu'on fait, il y a déjà ces bases qui sont fondamentales. Et quand j'ai développé IG Nutri, c'est tout simplement parce que je disais en fait, voilà, en tant qu'humain sur Terre, il y a des bases. Donc que tu sois végétarien, végétalien, diète cétogène, paléo, flexitarien, que sais-je, ok, il y a des bases qui font qu'il y a un minimum de protéines à consommer tous les jours. Il y a un minimum de glucides, de graisses à consommer tous les jours. Et que ce qui va compter en priorité, c'est leur qualité. Ça, c'est vraiment pure nutrition. Je te fais de la diététique pure, d'accord? Donc là, on descend vraiment au niveau le plus bas. C'est micronutriments, macronutriments, en termes de quantité, qu'est-ce que ça vaut? Ça, déjà, c'est la base. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vient me voir en cabinet, et j'en ai eu, oui, alors je mange super bien, je mange 100% bio, je suis végétarienne ou végétalienne depuis X années, mais je mange sans sel, sans sucre, voilà. Mais j'ai de l'hypotension et j'arrive pas à prendre de poids. J'arrive pas à perdre de poids, par exemple. Tu peux manger qualitativement aussi bien que tu veux. À un moment donné, si tu manques de protéines ou que tu es en déficience, par exemple, calorique, oui, tu vas avoir du mal à relancer ton métabolisme. Oui, tu peux avoir des problèmes de cicatriser. Oui, tu peux avoir des cheveux de plus en plus fins. Oui, je pourrais continuer comme ça pendant 20 minutes de tous les symptômes qui sont en lien juste avec un manque de protéines. Parce que les protéines, c'est tout, c'est notre structure, c'est notre ADN, c'est nos cellules, c'est tout en fait. On n'est que de la pure protéine. Donc à un moment donné, bon, voilà. Donc, et après, on est tous très différents par rapport à ça. Et c'est pourquoi, en fait, quand on commence après à aller sur un autre niveau, il y a la notion de profil. Il y a des personnes qui ont un profil plus lymphatique, ou plus kapha, comme on pourrait dire en Ayurveda, ou kapha. Il y a des profils qui sont plus nerveux, très fins, qui ont du mal à prendre du poids. Il y a des profils qui sont plus sanguins, ou des profils qui sont plus dits bilieux en naturopathie, au pitta en Ayurveda. Par exemple, moi, je sais que je fais de la masse musculaire, je peux manger que des fruits, je te fais de la masse musculaire comme en veux-tu, en voilà. Pour d'autres personnes, c'est super difficile de prendre en masse musculaire.
Euh, donc c'est déjà de se dire comment je fonctionne, comment je métabolise ce que je mange, comment sont mes capacités digestives. Est-ce que je vais à la salle 3 fois par jour? Est-ce que j'y vais une fois par jour? Est-ce que j'assimile bien? Est-ce que j'assimile pas bien? Donc c'est pourquoi il y a un pas de règle, ça demande d'être personnalisé et donc ça demande de tester, de s'observer. Par contre, moi là où sur les régimes, je dis, peu importe ce que vous choisissez, mangez des aliments qui sont vrais, qui n'ont pas été dématricés, donc des choses qui sont entières, qui sont naturelles, le plus possible. Choisissez, quand vous achetez des produits transformés, des listings d'ingrédients, on a maximum 5. Privilégiez la qualité alimentaire, donc si c'est des vierges et que ça t'a froid dans des bouteilles en verre, parce que les huiles dans des bouteilles en plastique, c'est empli de perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a plein de molécules qui perturbent nos hormones dans les plastiques, et quand on met du gras dans du plastique, le gras attire les perturbateurs endocriniens, et vous vous retrouvez avec une huile qui est vraiment une catastrophe pour votre système hormonal. Donc il y a plein de règles comme ça. Donc là, je te fais une petite intro du module 1, par exemple, de la formation. Bon, il y a 5 modules, parce qu'après, il y a l'eau qu'on boit, la qualité de l'eau. Il y a tellement de facteurs, tellement de facteurs. Donc c'est, à la fin, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est trop compliqué. Non, en fait, c'est super simple, c'est ça le pire. C'est super simple, mais l'idée, c'est juste de le décortiquer une bonne fois pour toutes, pour le comprendre, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, malheureusement, alors qu'on devrait. Et une fois qu'on l'a compris, en fait, après, on peut se dire, waouh, peu importe ce que je mange, peu importe mon régime, en fait, on réalise que c'est pas une question de régime. C'est une question de connaissance de son corps, de connaissance de base de nutrition et d'alimentation, pour ensuite adapter à notre désir, à notre besoin. Je vais te donner un exemple. 2 exemples. J'ai des femmes enceintes qui m'ont consultée et qui me disaient, je suis végétarienne depuis X années, mais j'ai envie de viande. Et elle ne se l'autorisait pas parce qu'il y a une identité qui s'est construite autour du choix alimentaire. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que je suis sans gluten, je suis sans machin, je mange végétarien, je mange végétalien. Au-delà de toute l'éthique, etc., il y a toujours quelque chose d'identitaire aussi. Donc, tout simplement, pour quand même un petit peu bien expliquer ça pour que ce soit compris, c'est que très souvent, on choisit ces modèles alimentaires en lien avec un système de valeurs. Que ce soit, c'est pour ma santé, parce que ma santé est importante pour moi, parce que dans mes valeurs et dans ma construction, je conçois que ce que je mets dans mon corps et qui je suis, et ce que je suis, c'est ce qui va faire que je suis en bonne ou en mauvaise santé. Donc, j'ai un système de valeurs. Je ne mange pas d'animaux parce que j'ai pas envie qu'on les tue. C'est un système de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui construit notre ego, notre identité. Et c'est pourquoi, en fait, quand on vit des traumatismes, quand on vit des choses ou des expériences, ou qu'on est en conflit avec quelqu'un, ou avec une politique ou autre, en lien avec notre système de valeurs, ça vient taper dans notre ego, ça vient taper, en fait, dans quelque chose de vraiment intrinsèquement nous, en fait, j'ai envie de dire. Donc, il y a tout ça dans la notion de régime. Mais peu importe ce dont tu as besoin pour te construire ton identité et ce qui correspond ou non à ton modèle, ce qui va compter, c'est les bases. Ce qui va compter, c'est tes ratios, ton niveau de stress quand tu manges, ta mastication, la manière dont tu vas échelonner les repas. Comme tu le dis très justement, moi je pense qu'on peut vivre, on peut faire des jeûnes bien plus souvent, on peut même avoir un repas par jour. On peut même manger que des fruits et des légumes crus si on veut, si on vit sur une île, qu'on est zen. Quand je dis sur une île, qu'on vit au soleil, qu'on est zen, qu'on est baba cool, que c'est chill. Tu me mets dans le métro parisien de 7h à bosser à partir à 7h du matin, à rentrer à 20h le soir, à gérer les gamins, etc. Tu mets un régime cru, je pense que je dépéris, je perds 10 kilos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que sur une île, ça m'irait très bien. Donc ça revient à ce que je disais au début aussi de l'épisode. Tout dépend du contexte, tout dépend de ta vie, et puis tout dépend de ton âge. Moi, ce qui me convenait à 25 ans ne me convient pas forcément aujourd'hui. Tu vois, je parlais des femmes enceintes où je leur disais, c'est fou comme le fait de mentaliser l'alimentation en vient à vous priver d'une envie alimentaire que vous pouvez avoir. Parce que le corps, il sait bien mieux que notre tête, en fait. On mentalise tellement l'alimentation, parce que valeur, parce que bidule, parce qu'identité, puis que va penser la famille si après 10 ans, je les ai tellement saoulés avec le fait de ne pas manger de viande, que maintenant, si j'en mange, tout le monde va se foutre de ma gueule. Ah, c'est sûr que ça va blesser ton ego. Mais tu vas faire quoi? Tu vois, c'est que ça, en fait. Donc, pour ma part, j'ai été végétarienne depuis 2011, on va dire que j'ai eu un régime vegan avec du poisson. Donc voilà, c'était vegan avec du poisson, peut-être de manière hebdomadaire, pendant des années et des années. Passé 2017-2018, je suis remontée, j'étais plus en Suisse, donc là il faisait
plus froids, des hivers plus durs. J'ai réintégré des œufs, je remangeais du beurre. Et là, depuis un an, j'ai une envie de viande. Bah, je me suis commandé de la viande et j'ai mangé de la viande. Parce que mon Ouais. corps sait, et pour le coup, comment dire, ce qui compte le plus si je me nourris, c'est avant tout pour faire bien à mon corps, en fait. Hmm. Donc c'est aussi ça l'alimentation. Ça nous ramène à est-ce que je fais les choses vraiment pour ma santé et pour mon corps? Est-ce que je fais les choses pour répondre à des critères extérieurs de beauté physique, de minceur, etc., ce qu'on voit beaucoup chez les femmes? Oui. Est-ce que je mange pour me construire une identité, faire partie d'un clan? Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi avec certaines diètes assez restrictives. Dans la symbolique alimentaire, le gluten, le blé, le sel, c'est associé à l'énergie du père. Le lait, c'est associé à l'énergie de la mère. Je mange sans gluten, sans lactose. Bah, tu es peut-être en train de vouloir te désidentifier aussi du modèle parental pour trouver en fait ton autonomie, parce que tu n'as pas construit cette autonomie comme ça aurait dû l'être au moment de je me coupe du lait maternel et de tout ce qui doit se passer dans la petite enfance, donc on le fait à l'âge adulte. Tout a un sens. Et c'est en ça, en fait, où aujourd'hui, je parle de nutrition holistique, parce que je pense que vraiment, mais vraiment, il faut qu'on arrête de voir l'alimentation en mode ah ben, est-ce que je mange de la viande ou pas? Est-ce que je mange des légumes ou pas? Mais c'est tellement plus profond que ça, en fait. C'est tellement plus profond que ça. Nous sommes des êtres émotionnels, sensitifs. On a tout un paquet d'histoires entremêlées. Si en plus on rajoute ce qui se passe dans la lignée, ce qui se passe, comme tu le disais aussi, in utero, ça vient nous impacter. Nous sommes ces êtres électromagnétiques qui fonctionnons à l'énergie. Donc, à un moment donné, il faut qu'on aille un peu au-delà de ce qu'on nous sert jusque-là. Et c'est ce qui fait que, bah, même dans les régimes, c'est beaucoup plus vaste. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pour moi quelqu'un qui se pose la question de je sais plus quoi manger, qu'est-ce que je dois manger? J'aurais envie de lui dire une chose, c'est mange simple. Fais simple. Mange ce qui te fait envie. Tu as envie de manger de la viande, mange de la viande, mais choisis-la de bonne qualité. Tu préfères être végétarienne, très bien. Intègre juste des protéines végétales à chaque repas. À côté, mets des légumes cuits, des légumes crus, mets des céréales ou des patates douces, des carottes pour avoir des glucides. Mange à ta faim, prends le temps de mastiquer. Et si tu te rends compte que tu manges trop et que tu n'as pas ce sentiment de satiété, demande-toi qu'est-ce qui n'est pas assez comblé dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas nourri, qu'est-ce qui fait que dans mes passions, dans ce qui me met en joie, dans mon travail, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales ou familiales, qu'est-ce qui est en carence qui fait que je compense avec l'alimentation? Voilà. Moi, je commencerai par ça, en fait. Parce que souvent, on commence à se compliquer la tâche, à se dire mais quel régime, et quel bidule, et quel truc. Mais déjà, si on commençait par ça, on gagnerait vachement de temps. Et ce qui est un petit peu désolant aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on est toujours à la recherche de la dernière solution, du dernier régime miracle, du dernier truc. Je me souviens, il y a 10 ans, on m'envoyait des trucs, même là encore, quand je lançais l'académie, c'était en 2019, on m'envoyait des articles sur Instagram. « Ah Lisa, t'en penses quoi? Le nouveau régime anti-cancer par excellence ?» Oui, bah, c'était de la nutrition santé de base, hein. C'était beaucoup d'antioxydants, des huiles vierges, etc. Je dis oui, c'est ce qu'on sait depuis toujours. Tout ce qui sort sur le glucose, glucose goddess, etc. C'est de la nutrition santé. C'est ce qu'on sait depuis toujours. Commencer par des crudités, apporter des fibres, diminuer l'index glycémique. Enfin, on le sait, mais c'est juste qu'en fait, on est toujours en train de réinventer les choses parce que ça fait nouveau. Et parce que c'est nouveau, on se dit « Oh, là, il y a la solution ». Mais non. Et c'est ça qui fait qu'on pense que c'est compliqué. On pense que c'est compliqué parce qu'il y a tout le temps des nouvelles choses qui sortent. Alors qu'en fait, c'est comme la mode. On est tout le temps en train de recycler les bases, en fait. Et je pense qu'au-delà de ces bases, maintenant, ce qui compte, c'est d'intégrer cette vision holistique de l'humain, d'intégrer nos histoires, d'intégrer nos traumatismes, d'intégrer cette approche énergétique, voire spirituelle de l'humain que nous sommes, même dans notre manière de nous alimenter. Et là, on touche à quelque chose de vraiment profond et transformateur. Et de bénéfique à notre santé. C'est d'où l'importance que ce soit vraiment adapté, et si on veut aller plus loin et qu'on a le budget, après l'essentiel c'est de pouvoir consulter quelqu'un, hein. Vraiment, si vraiment on s'intéresse et qu'on ressent que quelque chose n'est pas aligné dans notre alimentation, rien ne nous empêche de consulter, hein, même s'il n'y a pas un énorme trouble alimentaire. Donc ouais, là tu soulèves vraiment un point super important. Et tu parlais de la viande, alors justement, moi j'ai déjà entendu, je ne sais pas si c'est une info ou une intox, justement, on peut en parler, que la viande industrielle, il n'y a pas de fer. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, cette question du fer, on est tous très inégaux par rapport au fer. On va pas l'assimiler de la même manière. Donc il y a des personnes qui sont anémiées même en mangeant de la viande, et il y a des personnes qui n'ont aucun problème d'anémie, euh, même si elles sont végétariennes par exemple. Pour pas te parler de cas ou autres, je vais te parler de moi. Moi je suis née, ma mère s'est vidée de son sang quand je suis née. Et j'ai toujours été anémiée. Peu importe que je mange de la viande, que je mange pas de viande, que je me complémente, j'ai toujours eu du mal à assimiler le fer. Et ça peut paraître perché pour plein de gens, mais à 2 reprises, j'ai une énergéticienne et une ostéopathe qui m'ont dit. Donc l'ostéopathe, elle était quand même bien branchée, quand même. Dans le sens où elle m'a quand même sorti des choses sur ma lignée, sur mon enfance, où je me suis dit waouh, elle a des infos qui viennent de je sais pas d'où. Et elle me disait ah mais vous assimilez pas le fer. Et puis elle m'a tout de suite demandé mais comment vous êtes née. Et je disais ben ma mère a perdu beaucoup de sang, elle a eu 2 poches. Elle dit ah mais c'est pour ça. Il y a eu un traumatisme en lien avec le sang, donc vous ne l'assimilez pas. Donc vous aurez toujours du mal à l'assimiler à cause de ça, en fait. Donc va dire ça à un médecin. Wow. Va dire ça à un scientifique. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste qu'en fait, ça m'a mis du sens sur ah ouais, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma cellule va avoir du mal à assimiler le fer. Parce que ce sang, en fait, d'une certaine manière, il y a eu un choc en lien avec le sang. C'est même dans l'histoire de ma lignée, ma grand-mère, ma paternelle, a eu un cancer du sang, elle a fait une leucémie. Il y a quelque chose dans ma lignée autour du sang. Donc, dans l'énergie, dans l'information, parce que quand on parle d'énergie, on parle d'information, dans l'information, il y a une difficulté à l'assimiler. Donc, c'est ce qui peut déjà se dire, ok, peut-être que moi, j'ai rien vécu de spécial, mais peut-être que dans ce qui m'a été transmis dans ma lignée, là, j'ai posté hier une étude sur Instagram qui aujourd'hui nous montre qu'un traumatisme crée une information, crée une brèche, une cicatrice, on va dire, dans l'ADN qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, la science et des études qui sont faites à Genève nous montrent que c'est pas tant la personne traumatisée qui a l'ADN qui est impacté, celui qui va avoir l'ADN le plus impacté, c'est la 2e génération juste derrière. Donc c'est pas la fille, mais c'est la petite fille. Tu vois? Donc c'est Trop intéressant. extrêmement intéressant déjà de se dire que la science aujourd'hui nous montre que c'est pour ça que des fois on se dit mais moi j'ai pas été violée, j'ai pas été abusée, j'ai pas eu de traumatisme, j'ai pas eu bidule, mais j'ai plein de C'est problèmes ça. de santé. Oui, bah peut-être qu'on porte des trucs et qu'on comprend pas tout. Voilà, déjà il y a ce truc là qui doit être dit. Après, est-ce que le fer industriel n'a pas, est-ce que la viande industrielle n'a pas de fer? Je pense que ça dépend. En fait, dans l'industriel, il y a tellement de choses qui se confondent. C'est-à-dire que même un poulet bio, fondamentalement, quand tu vois les méthodes, ça reste très industriel. Peut-être qu'il a Ouais. été élevé en pâture, mais il y a une différence déjà entre le poulet qui est de ton voisin d'à côté, qui gambade dehors et qui est mort, on va dire, en fin de vie, le label bio français, le label bio d'Espagne et le pur industriel. Donc il faudrait déjà, pour vraiment répondre correctement à la question, pouvoir identifier au cas par cas. Tu vois. Euh, voilà. Ensuite, oui, la viande et les produits animaux ont un fer qui est directement, on va dire, biodisponible, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas une forme de transformation. On parle de fer héminique ou non héminique. Donc le fer animal est héminique, donc on l'assimile à la base mieux qu'un fer végétal. On va l'assimiler en plus grande quantité comparativement à un fer non héminique. Après, concernant la viande, moi, j'ai du mal avec ce qui se dit tant que j'ai pas vu l'étude. C'est-à-dire que peut-être, mais montrez-moi les taux, montrez-moi, est-ce que la viande a été analysée, qu'est-ce qui fait dire ça en fait, tu vois? Donc, par contre, que la viande industrielle est bourrée d'hormones, bourrée d'antibiotiques et que, en effet, de manière générale, elle est de toute façon pas bonne pour la santé, ça oui, ça on peut le dire parce que les études nous le montrent. Alors, juste avant de continuer sur la viande, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit justement sur les traumatismes intergénérationnels, intragénérationnels. C'est super intéressant aussi de soulever la croyance que tout ce qui n'est pas rigoureusement scientifique n'a pas de valeur, et il y a cette grande division entre donc médecine allopathique et médecine alternative, là où en fait elles se rejoignent complètement, et les personnes le voient vraiment comme 2 entités différentes. Et c'est vrai on nous dit souvent ça, oui mais ça n'a pas de preuves scientifiques. Moi je me souviens d'une amie assez proche qui, lorsque je lui parle de mon expérience avec le lavage intestinal, que ça a transformé ma vie,
Tout de suite, elle a eu des réactions comme oui, enfin, t'as une prescription médicale. Moi, je vois que les médecins ils disent que en fait, si on n'a pas de problème majeur, bah, on n'a pas besoin de faire ça parce que le corps élimine naturellement les toxines. Et tout de suite, j'ai ressenti de la peur face à cette pratique. Là où moi, je ne peux parler que des bénéfices. Il y a pas un seul côté désagréable par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on est dans une société, en tout cas en Occident, c'était beaucoup moins le cas au Brésil. Hein. J'ai expérimenté des personnes beaucoup plus ouvertes aux médecines alternatives. Mais c'est vrai qu'en Occident, on est encore très branché, voilà, preuves scientifiques, on est très cartésien, on a besoin de beaucoup d'être rassuré par beaucoup d'études, d'années de formation. Et c'est vrai que moi, parfois, ça me fatigue. Je le dis très honnêtement, ça me fatigue parce que c'est là où en fait on nous retire un petit peu notre pouvoir aussi sur notre santé, comme si on dépendait tout le temps des médecins, que c'est des sachants, des savants, et puis on les érige là, alors qu'en fait, comme tu dis très justement d'ailleurs dans ce que tu partages sur les réseaux sociaux, les médecins ont que 2 heures de nutrition dans leur parcours médical, scolaire, ce qui fait que au final, tu peux trouver tes réponses ailleurs et tout est une question d'expérimentation. Donc, parler de preuves scientifiques, il faut que ce soit rigoureux, alors qu'en fait, notre corps, il sait. C'est, c'est ça, notre corps sait. Tu as dit quelque chose, tu m'as ôté les mots de la bouche par rapport au pouvoir qui a été ôté. Moi, je suis omnibulée par le fait de rendre le pouvoir aux gens, en fait, et de redonner de l'autonomie. C'est pourquoi quelqu'un qui vient me voir en mode oh, Lisa la sauveuse ou ma gourou, etc., je vais tout de suite couper parce que bon, c'est pas du tout mon intérêt. Il y a des personnes qui ont besoin. Il y a des personnes qui ont un tel bagage qu'elles vont avoir besoin toute leur vie d'avoir la béquille, d'aller consulter régulièrement. Ça va aller mieux, ça va aller moins bien parce qu'elles sont dans ce schéma-là. Et elles ont besoin de thérapeutes qui vont être peut-être plus dans le syndrome du sauveur et ils vont se compléter en fait. Et c'est très bien, c'est juste comme ça parce que ils en ont besoin à ce moment-là. Ils répondent à leur propre programme. Moi, je suis omnibulée par le fait de redonner le pouvoir aux gens. Parce que on en est là au niveau santé parce qu'on nous l'a enlevé. Parce qu'en effet, on l'a donné à une élite qui va nous faire la pluie et le beau temps, en fait. Et attention, on a besoin des médecins. Et je dis pas ça pour tempérer mon discours, etc. Je le pense. On a besoin des médecins. On a besoin d'avoir des personnes qui ont appris à décortiquer le corps système par système, qui peuvent faire du lien, etc. Le problème, c'est qu'il y a une limite aussi entre cette hyper-connaissance et puis l'endoctrinement aussi qu'il y a autour de ça, et le fait d'avoir ce côté supérieur qui minimise ce que ressent une personne. Moi, c'est là où ça me dérange. C'est quand tu as une personne qui se dit « j'ai hyper mal au ventre », j'ai vu des sophrologues, j'ai fait des choses, j'ai mal à la tête, j'ai plein de symptômes, me dit « non, mais c'est dans votre tête ». Non, à un moment donné, le patient n'a jamais tort. Le patient ne ment jamais. On va jamais se casser la tête à prendre notre bagnole, à aller chez le médecin et bidule, pour la majorité en tout cas, pour s'inventer une vie, quoi. À la base, non, le patient ne ment jamais. Et c'est parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui, et c'est pour ça que les médecines dites parallèles, alors qu'elles devraient être complémentaires, commencent à émerger davantage, c'est qu'on ne trouve pas les solutions dans ces médecines conventionnelles, parce qu'il y a une fermeture d'esprit. Mais aussi parce qu'on n'a pas intégré la dimension holistique de l'humain. Parce qu'on n'a pas été voir, ok, qu'est-ce qui explique que cette personne, elle fonctionne différemment? Qu'est-ce qui explique qu'elle a été développée ce symptôme? Qu'est-ce qui fait que tu développes un cancer du pancréas et pas du foie? Il y a une symbolique derrière ça. Qu'est-ce qui fait que tu es addict au chocolat et pas à un autre aliment? Plus si que ça, tout a un sens, tout a un pourquoi, tout a... Est-ce qu'on va toujours trouver la solution? Peut-être pas, mais l'idée, c'est déjà de se poser les questions, en fait. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire je peux comprendre que ça te fatigue, parce que ça m'a aussi fatiguée quand il y a des personnes qui sont... En fait, j'allais dire, ça peut être fatigant quand il y a des personnes qui sont en confrontation, mais la confrontation, il n'y a que toi qui peux la nourrir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui donnes plus de répondants, ben, il se passe plus rien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je disais, la seule chose qu'on peut faire, c'est enseigner par l'exemple et fermer notre bouche, tu vois. Une fois, j'ai eu une vision, parce que j'entendais le mot perché, et j'avais vraiment la vision d'enfants à la cour de récré, tu sais, 5-6 ans, qui, tu sais, qui des fois peuvent être méchants les uns envers les autres, ou qui reproduisent ce que les grands frères ont fait, etc.
Et ils sont là à critiquer et en fait, par peur de perdre leur place de leader, par peur d'être tapé par l'autre, vont attaquer en fait. Et je voyais vraiment comme aujourd'hui le mot perché est utilisé, parce que ceux qui utilisent le mot perché sont très souvent les plus ignorants. Ignorants dans le sens, pas jugement, hein, mais pas pour les juger, mais ils ne savent pas. Je ne sais pas, j'ai peur, je ne connais pas, je me suis même pas donné la peine d'expérimenter quoi que ce soit. Je veux dire, ah non, mais ça c'est complètement perché, je veux pas le faire. Non, au fond, c'est juste que c'est pas du tout dans ton système de valeurs, tu l'as pas expérimenté, ça te fait peur. Il y a peut-être eu aussi, parce qu'il y a des dérives, hein. Dans ces milieux-là, il y a clairement des dérives. Il y a peut-être eu des mauvaises expériences, donc on va mettre une étiquette. Mais c'est extrêmement immature, ce genre d'étiquette, en fait. C'est extrêmement immature. Donc après, c'est à toi, aux praticiens, de se dire est-ce qu'on répond, est-ce qu'on répond pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y répondre, quoi. Donc il faut des études scientifiques, oui. Alors oui, d'une certaine manière, moi, sur certaines choses, j'en ai besoin, mais je sais qu'il y a des choses où la science ne pourra jamais me donner les explications. Jamais la science va pouvoir me dire, alors oui, en effet, on se rend compte que il y a eu un traumatisme à ta naissance qui explique... Non, mais je le sens, je le sais, ça fait sens. C'est des espèces de trucs, de moments où il y a un jeton qui tombe, tu sais, on te dit quelque chose, tu te dis, waouh, ça résonne. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant de vérité que de perdus sur Terre. Quand on a compris ça, ça apaise vachement les choses. C'est-à-dire que tout le monde redescend d'un étage, tu vois, ça apaise un peu l'ego, et c'est de se dire, oui, moi je vois la vie avec mes lunettes, et toi tu les vois d'une autre manière. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'on est tous des chercheurs de vérité. Par contre, ce que je pense qu'il est nécessaire d'arriver à un stade au niveau de l'humanité, on va arrêter de s'attaquer ou de se faire la guerre, parce qu'en fait, on pense que notre vérité est meilleure que l'autre. Donc ça demande de l'humilité, ça demande de la résilience, ça demande de vraiment faire la paix avec beaucoup de choses avant tout en soi, pour accepter la réalité de l'autre. Et ça, c'est applicable dans tous les domaines. C'est applicable dans la santé, mais c'est applicable dans plein d'autres domaines, dans les relations. Il y a un exemple que je donne souvent dans les retraites, on en parlait encore dernièrement dans la dernière retraite du mois de mai, où tout le monde veut la paix sur Terre, on aimerait qu'il n'y ait plus de guerre. Mais on n'est déjà même pas foutu pour la grande majorité des humains à lâcher, être en résilience et accepter la vérité de notre partenaire, de notre enfant, de notre parent. De se dire que, ok, on est différent et c'est ok, on va être en paix avec ça. Parce que la paix, en fait, c'est un travail intérieur avant tout, c'est d'être en paix avec les différentes parts de soi, c'est de ne pas se juger, mais d'accepter que parfois on a des comportements, des manières de réagir, des envies alimentaires qui sont ok parce qu'il y a cette part de nous qui en a besoin. Et au lieu, en fait, de l'embrasser et de l'accepter, d'être en paix avec, on la juge et on s'attaque pour ça. Mais comment voulez-vous être dans un monde en paix si on n'est déjà pas foutu de le faire pour nous-mêmes ou pour nos proches, tu vois ? Donc c'est extrêmement vaste tout ce qu'on touche, mais tout est corrélé. C'est pour ça que tout ça, c'est profond, mais c'est complètement corrélé, ne serait-ce qu'à notre rapport à l'alimentation, que serait-ce qu'au regard qu'on porte sur la médecine, que notre manière de réagir à des attaques de personnes, je dis des attaques, le mot est peut-être un peu fort, mais oui, mais c'est pas prouvé scientifiquement, etc. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est juste là pour cheminer et toi, tu crées ton podcast, tu partages ta vérité, tu partages ton expérience qui va se transformer au fur et à mesure des années, qui va évoluer et Dieu merci, ça va évoluer. Et c'est extrêmement challengeant de le faire parce que je pense que tu as été dans une situation similaire. Moi, il y a 5 ans, 5-6 ans, quand j'ai lancé mon podcast, je me disais mais je suis qui pour faire un podcast ? Je change tout le temps d'avis, je suis tout le temps en train de changer, il y a toujours de l'évolution. Je vais mettre dans le marbre quelque chose qui va changer, tu vois. Je me disais, mais je peux pas. Mais en fait, si, c'est ça qui est beau, en fait. C'est de dire, ok, Anaïs, aujourd'hui, elle en est où ? Et t'en seras où dans un an ? Et ce en quoi tu crois, etc. C'est ça qui est beau, en fait. Et à la limite, et c'est très beau aussi, parce que quand on a ce besoin de transmettre, on se rend compte que c'est pas avec les personnes les plus proches qu'on peut le faire, parce que c'est celles qui vont le plus nous challenger et on va souvent avoir des murs. Par contre, on a cet exutoire qui est notre podcast ou notre compte Instagram ou autre pour aller déposer on va dire le résultat de notre cheminement. Donc voilà, c'était une très longue réponse à ce que tu as dit, mais ça permet vraiment de comprendre tout ce qui s'englobe, tout ce qui se joue en fait. C'est ça, il y a plein de choses dans ce que tu dis, mais en fait c'est les attentes aussi, hein. Les attentes qu'on a envers la réceptivité des autres, donc travailler les attentes. Aussi, pourquoi pas
travailler nos biais de projection, nos biais cognitifs, nos projections, parce que oui, il y en a. C'est vrai que dans le domaine spirituel, parfois on veut se rassurer, parfois on veut trouver, enfin au final c'est l'ego qui fait ça, qui veut trouver une explication à tout, en fait, à notre petite histoire, etc. Et du coup, voilà, ça donne des explications pour tout, mais en Bien fait, je sûr. pense que la différence, c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps et qu'est-ce que ça fait au mental. En fait, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est vraiment intuitif de ce qui est de l'ordre du biais cognitif. Parce que bah, le biais de Oui, confirmation, il est tout à là. fait. Si j'ai envie de, voilà, si j'ai envie de voir que dans une vie antérieure, j'étais un guerrier japonais, et ben je vais en avoir la preuve. Donc, Complètement. Complètement. il y a vraiment ça, je pense, qui peut faire très peur aux gens, en fait, où les gens se disent, bah oui, mais là, de toute façon, t'es dans le biais cognitif à fond. Oui, c'est possible, mais en tout cas, dans mon corps, je sens que voilà, le lavage intestinal, il y a ce rapport à la terre, il y a ce rapport à mes ancêtres, et je peux pas te l'expliquer avec des mots, après que tu y crois ou pas. En tout cas, moi, ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien. Voilà, ça a changé ma vie, et c'est ce qui compte. Mm. C'est exactement ça. Pareil, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. C'est peu importe ce qu'on nous partage ou ce qu'on a envie de partager, la question c'est si ça te fait du bien, go for it, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui dit non mais moi je préfère voir mon médecin, mais si ça te fait du bien et si t'es bien avec ça, mais génial. Enfin je veux dire très bien, si t'as pas envie d'aller faire d'autres choses, libre à toi. Moi je me sens bien quand je le fais, point. Et tu dis quelque chose de très juste qui est ce retour au corps et en fait c'est pourquoi pour moi aussi dans toutes ces thérapies d'avoir des choses qui nous ramènent au corps physique, qui nous ramènent à la sensation physique, qui nous reconnectent à notre corps, qui calment le mental, que ce soit par de la méditation, de la danse intuitive, des pratiques somatiques. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet aussi de recréer cette connexion et de s'assurer qu'en effet, on n'est pas dans une hypermentalisation de ce qu'on fait, euh, pensant que ça nous fait du bien, alors que potentiellement, on est dans quelque chose oui, de trop intellectualisé en fait. Yes, exactement. Mm. Et également, tu parlais, alors je reviens en arrière, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont dites, c'est merveilleux, c'est d'une richesse cet entretien. C'est que effectivement, les médecins qui vont dire bon, c'est dans la tête, ou oui, c'est le stress, oui, c'est juste ça. Et ça, moi, ça a été une vraie problématique dans ma vie, notamment pour le problème de gaz, hein, d'avoir des gaz, mais c'était des gaz handicapants, c'est-à-dire que c'était à chaque fois très douloureux, ça s'accompagnait de spasmes. Et je me souviens qu'on me disait ou c'est féminin ou... ah oui, alors, c'est fréquent. Mais en fait, c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal. C'est pas parce que la majorité de la planète souffre de gaz que la majorité de la planète a raison. Et ça, c'est une grande croyance limitante de la majorité a raison, et notamment dans des sociétés démocratiques, hein, ça a tendance à être de plus en plus le cas, c'est qu'on se dit, bah voilà, si tout le monde le pense, c'est que finalement, c'est ça en fait, c'est la vérité. Alors que bah non, regarde notre société, ce qu'elle est devenue environnementalement parlant, est-ce qu'on avait raison au final? Ah bah non, là la majorité avait tort au final. Donc, tu voulais dire quelque chose? Yes, et donc c'est pour ça que moi avec ce podcast et avec la médecine traditionnelle quilombola du lavage intestinal, j'essaye d'apporter ça, de dire attention, ce que vous ressentez, qui est fréquent chez beaucoup de personnes, hein, diarrhée, constipation, gaz, ce n'est pas forcément normal. Et s'habituer à l'inconfort, il y a aussi une part presque de paresse en fait, de se dire bon bah c'est comme ça, fataliste aussi peut-être, Mm. Mm. et de conditionnement. Mm. Mm. Oui, et en effet, le changement demande de l'effort. Le changement, je connais des personnes qui prennent depuis plus de 20 ans un Imodium tous les jours. Parce que Ah sinon, c'est ouais, diarrhée, tu vois. Et en fait, c'est plus confortable de prendre un médicament que de changer l'alimentation. Parce que, euh, en l'occurrence, quelques petits changements alimentaires ont été faits, mais c'est pas suffisant. Et puis surtout, il n'y a pas la prise en charge holistique. Il n'y a pas la racine du problème qui est traitée. Donc en fait, la personne se dit, j'ai consulté, j'ai eu des compléments, j'ai fait 2, 3 ajustements alimentaires, j'ai pas eu de résultat. Oui, c'est dommage parce qu'en fait, il aurait fallu aller beaucoup plus loin parce que clairement, la diarrhée, c'est pas une question là juste d'alimentation, c'est autre chose qui se passe. Et, euh, et puis quand tu grattes un peu, il y a des troubles alimentaires, etc., etc. Donc
c'est toujours compliqué. Donc je te prends un cas isolé, mais pour exemplifier quelque chose qui est beaucoup plus général, qui est prendre en charge un symptôme qui n'est pas si grave, parce qu'en plus le médecin le minimise, ben, fait que on flemme. Par où je commence. Et c'est, je pense, là où il y a un vrai changement de paradigme dans plein de niveaux dans notre monde aujourd'hui, et aussi dans le milieu de la santé. Il y a des gens qui font des accompagnements qui sont extraordinaires, et puis, mais qui sont encore vraiment pour des minorités, parce que pas assez connues, mais où il y a vraiment cette prise en charge globale, où on va vraiment aller essayer de comprendre au-delà du symptôme physique ce qui se joue. Moi, j'avais un naturopathe à Genève qui était un magicien, en fait, et puis concrètement, rien à voir avec un naturopathe classique, tu vois. C'était, il te lisait, il voyait ton énergie, il voyait ton champ, il avait les infos, tu vois, subtiles. Donc il arrivait à voir, ok, ça date de telle chose et c'est telle plante qui, symboliquement pour ce qu'elle représente, et d'un point de vue fréquentiel, cette plante va agir sur cette blessure, qui n'est pas corrélée au symptôme, mais qui est corrélée à ton histoire, en fait. Et là, ça devient intéressant, tu vois. Là, ça devient intéressant. Mais il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. C'est souvent, au début, tu commences à vouloir changer, puis tu vois un nutritionniste, puis ça te convient pas, puis tu fais un petit pas, puis après tu es prêt pour le deuxième, et là tu rencontres un psychologue, par exemple, et puis du coup, tu fais un petit bout, puis la vie t'amène à faire les choses dans l'ordre aussi, pour nous préparer, pour nous initier. C'est aussi ce qui fait que quand toi, tu as déjà fait 10 ans d'expérience dans un domaine et puis que tu tombes sur quelqu'un de nouveau, tu peux te retrouver face à un mur qui ne comprend pas, qui va dire mais ton truc c'est trop perché, c'est trop poussé. Ben ouais, elle a peut-être besoin d'une autre étape au départ, en fait. C'est en ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, aussi cette nécessité d'humilité et qu'il y a des vérités différentes. Il y a aussi, c'est des chemins qui demandent du temps et qui sont, quoi qu'il arrive, tellement personnels, que c'est voilà, d'accepter que chacun chemine à son sens. Moi, je pense que chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux au final. Et ceux qui nous attaquent, parfois quand on est praticien et qu'on se dit « ouais, mais quand même, on m'a dit ça, etc. » Ben, la personne fait de son mieux depuis son champ de perception, depuis sa propre expérience. Donc voilà, à partir du moment où on accepte ça, ça apaise beaucoup aussi. Oui, c'est ça, c'est de cesser de lutter. Oh, il y a un petit chat qui nous rend visite. J'ai mon petit chat qui s'est incrusté. Voilà. Trop mignon. Oui, je voulais aussi dire que, moi, comme je travaille particulièrement avec les croyances limitantes, il y a quelque chose qui revient souvent dans cette démarche personnelle avec les nutritionnistes, la naturopathie, la psychologie. Beaucoup de personnes vont avoir ce blocage de l'argent. Et je comprends, moi je suis passée par là aussi, je suis issue de moyens très modestes, mes parents n'avaient pas spécialement beaucoup d'argent, j'ai toujours dû travailler les étés, etc. pour pouvoir payer le nécessaire. Et en fait, j'ai plein d'amis qui ont le même salaire que moi, voire plus, et qui me donnent toujours cet argument financier. Et je leur dis, mais en fait c'est une question de priorité, c'est-à-dire que aller mieux, c'est un chemin, et effectivement, quand c'est pas remboursé par la sécurité sociale, parce que t'as pas retrouvé tes réponses dans la médecine allopathique, ou pas totalement, oui, ça va être un investissement financier, ça va être un coût d'aller prendre rendez-vous avec une psychologue, avec une thérapeute, avec les nutritionnistes à disposition, mais en même temps, c'est de l'investissement sur toi-même, sur du long terme, quelque chose qui va te libérer. Moi, c'est vrai que le lavage intestinal, la première fois qu'on me l'a proposé, voilà, c'était à plus de 200 €. Et je me suis dit, mais 200 € pour un confort intestinal, c'est-à-dire que le matin, je vais aller aux toilettes, je n'aurai plus cette alternance diarrhée-constipation, je vais pouvoir vivre ma vie sans flatulence. Alors bon, là, c'est dans un monde idéal, bien sûr, la vérité, c'est que j'ai toujours quand même un peu de flatulence, mais j'essaie d'adapter en permanence, en tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. 200 €, quand j'y pense, c'est rien. Peut-être que ça m'a fait un petit peu tiquer au départ quand elle m'a annoncé le prix. Je dis, ok, ça va être un investissement. Mais là, aujourd'hui, avec du recul, du coup, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans cette pratique, je me dis, bah non, mais c'est rien en fait. Ça a changé ma vie. C'est comme une séance de detailing, je me souviens que j'avais fait justement sur le thème des finances. Et oui, la séance, ok, m'a coûté 80 €. Mais en fait, quand j'y pense, 80 € pour avoir attiré tous les bénéfices que ça m'attire aujourd'hui, c'est rien. En fait, c'est game changer, c'est life changer. Donc à partir du moment où ça transforme une vie, l'investissement, il paraît tout petit après.
Et, et voilà, vu que je suis dans cette démarche de remettre en question toutes ces croyances, vraiment, j'essaie d'apporter ce message-là, de dire, mais tout ce qu'on entreprend dans notre vie personnelle, sachez que c'est vraiment pour du long terme. Il faut pas le voir comme un sacrifice financier, il faut le voir comme une opportunité. Parce qu'à chaque fois, il y a des excuses ils vont se justifier, tu sais, bon, ça c'est très français aussi, de se justifier, de dire ah oui, mais du coup, moi j'ai prévu des vacances, ah oui, mais tu sais, mes vacances elles m'ont coûté cher, ah oui, mais là j'ai dû payer une réparation de voiture, etc. Et j'entends, mais du coup, on revient à la notion de priorité. Et je dis, ben, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? C'est d'aller mieux ou c'est d'aller en vacances avec les copains? Je- Et il n'y a pas de bonne réponse, hein. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il y a pas vraiment de réponse à donner. Ça en revient à ce qu'on se disait précédemment. Chacun chemine à son rythme. Je pense pas que parfois, surtout dans un cercle amical, il y a le côté, clairement, la personne, ce n'est pas sa priorité. Est-ce qu'elle en a conscience ou pas? Quoi qu'il arrive, il y a une excuse qui est donnée, qui est financière, parce que clairement, quand c'est ta priorité, c'est plus un sujet. Tu vois, c'est même plus un sujet. Après, ça l'est réellement pour certaines personnes. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est vraiment un sujet que de se dire j'aimerais, je n'y arrive pas. Mais c'est là aussi où tu trouves des solutions. Enfin, je veux dire, moi, c'est comme certaines personnes qui me disent je rêve de faire ta formation, c'est compliqué. Ben, elle nous contacte, on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, on lui fait une réduction supplémentaire. Ça, je pense que n'importe quel bon praticien pourra toujours s'adapter à la personne quand il sent qu'il y a une volonté en fait d'aller mieux, évidemment. Mais c'est vrai que la majorité, oui, c'est pas leur priorité, point. Donc tu peux avoir 20 minutes de discussion, ça changera rien, parce que clairement, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qu'ils souhaitent pour eux. Et il y a rien à forcer, en fait. Moi, c'est pareil, j'ai toujours mis tout mon argent dans mes lectures, dans mes études, ça a été ça avant. Aujourd'hui, j'arrive plus à lire un bouquin depuis 5 ans, parce qu'en fait, c'est une autre forme de connaissance que j'ai envie de développer, on va dire, et qui est beaucoup plus intuitive, et qui est beaucoup plus voilà, sur le moment, dans l'interaction avec la personne, et comment je connecte avec la personne. Donc, plus je fais le vide, plus ça me convient. Mais par contre, d'investir sur... j'organise des retraites, j'investis dans un lieu spécifique. J'ai aucune garantie de savoir si ça va fonctionner. J'ai aucune garantie de savoir si je vais remplir ma retraite. Quand j'ai lancé IG Nutri, j'ai dédié 1 an et demi. Ça a été 1 an et demi de sacrifice, entre guillemets, où tout le reste était off. Mais j'avais aucune garantie. Et ça demande d'être courageux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se lancent pas dans plein de choses ou même dans une consultation avec un naturopathe parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Est-ce que je vais tomber sur le bon praticien? Est-ce que je vais avoir des résultats? Est-ce que si je fais cette école, je vais pouvoir avoir un métier? Est-ce que je vais être bon dans... Personne ne le sait, il faut que tester en fait. Et en fait, on se dit toujours, ah mais Lisa, quelle école? Mais moi, j'en sais rien, quelle école? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que moi j'ai fait celle-ci que c'est la meilleure de toutes en fait. Par contre, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui résonne, quel enseignant t'attire? Teste. On perdra tous... Moi, j'ai perdu des tonnes d'argent. J'ai perdu une tonne de fric. J'ai lancé mon entreprise, je me suis fait arnaquer, j'ai été très mal conseillée, j'ai des centaines de millions d'euros des centaines de milliers d'euros qui sont partis à la poubelle. Parce que voilà, c'est le jeu en fait. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je n'ai pas peur de prendre des risques et j'ai pas peur de me lancer sans garantie quand j'ai l'élan du cœur. Et c'est un chemin. C'est un chemin en fait. Donc des personnes qui n'osent pas investir 80 euros pour peut-être aller mieux, c'est pas leur priorité et c'est leur chemin qu'un jour d'oser. Point. Et ça se présentera d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas pour leur santé, ce sera pour d'autres choses. Donc en fait, tout est parfait en fait. Tout est parfait. La question est, toi, ou pour tous les praticiens qui nous écoutent et qui se reconnaîtront là-dedans, c'est quelle énergie j'ai envie de mettre dans ce genre de discussion qui mène de toute façon à une finalité qui est que ce n'est pas sa priorité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as peut-être ton énergie à mettre ailleurs, quoi, tu vois. Donc c'est toujours ça, c'est revenir à soi et basta. C'est ça, mais en fait, je pense que quand on est comme toi et moi, qu'on s'intéresse beaucoup au mieux-être, hein, au bien-être, je pense qu'on a un peu cet idéal dans un monde où on se pose plus de questions, dans un monde... Moi, je suis persuadée que si on se posait plus des questions pour notre bien-être, on n'en serait pas là aujourd'hui, mondialement parlant. Et en Je suis fait, d'accord.
Voilà, il y a un peu ce truc de vouloir créer ce monde idéal, tu sais, en bonne utopiste. Moi, je sais que je suis comme ça, je suis très optimiste, très utopiste. Je me dis, oui, mais de toute façon, ça va forcément aller mieux. Alors que la vérité, c'est que ça va être pire en pire. Mais où je me dis, mais effectivement, si le monde se pose davantage de questions sur leur bien-être et leur mieux-être et vient à faire bousculer un petit peu ses croyances, les remettre en question, tout le monde s'en porte mieux. Effet boule de neige, effet collatéral où on s'influence les uns les autres, on s'inspire les uns les autres et quand on est bien avec les autres en fait et c'est une fréquence, c'est une énergie. Et c'est pour ça que je pense que ces questions-là, elles sont au cœur de mon sujet dans cet épisode, c'est de vouloir apporter un peu plus de mieux-être en allant voilà, dégommer certaines croyances et en leur montrant que non, c'est possible de faire confiance, c'est possible de prioriser son bien-être, tout est possible. Fait. Tout à fait. Encore une fois, je pense que pour résumer ça, c'est enseigner par l'exemple. Parce que quand tu l'incarnes profondément, ton énergie est différente et c'est là que tu as le plus d'impact. C'est pas par les mots qu'on a de l'impact, c'est parce qu'on vibre, parce qu'on émane. C'est le classique d'une personne qui rentre dans la pièce et tu te dis waouh, c'est un magnétisme en fait. Et ce magnétisme-là, c'est par rapport à ce que tu as intégré et ce que tu incarnes profondément. Donc aujourd'hui, moi je me rends compte que je suis entourée de personnes qui ont cette conscience et qui sont dans ces démarches où il n'y a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ou alors potentiellement elles sont peut-être pas aussi branchées que moi sur la nutrition, elles ont moins de connaissances, mais elles ont tellement plus de connaissances sur d'autres choses. Mais en termes de fréquence, c'est le même truc. C'est sûr que c'est pas la télé qu'on va te dire qu'il y a de plus en plus de gens conscients, c'est pas la télé qu'on va te mettre en avant des chaînes comme la tienne, comme la mienne, comme des Casas Novas et j'en passe, qui sont peut-être très extrêmes, mais il en faut pour tout le monde en fait, tu vois. Et, et en réalité, tu vois, j'ai fait des podcasts, des vidéos en expliquant, mais depuis 2011, Margaret Chan, qui était la directrice adjointe de l'OMS, tu vois, la sous-directrice de l'OMS, disait tant qu'on n'aura pas lutté contre Big Food, Big Pharma, Big Alcohol, les choses ne s'arrêtent. Enfin, on aura toujours des problèmes de santé. 80% des maladies de civilisation sont évitables avec une meilleure hygiène de vie. Les infos, on les a. D'accord ? On les a. Donc la question c'est, oui, en effet, il est important qu'on soit de plus en plus nombreux à le conscientiser, mais on est de plus en plus nombreux. On a tendance à minimiser l'impact qu'on peut avoir, mais nous sommes de plus en plus nombreux. Clairement. Je le vois, moi, il y a 15 ans, je mangeais sans gluten, sans produits laitiers à Rome. J'étais une extraterrestre. 8 ans après, j'allais à Leclerc en France. Il y avait du lait de soja, du lait d'avoine, du lait d'amande qui commençait à se vendre de partout. Les magasins bio, ça poussait comme des champignons. Donc même quand on pense qu'on est encore dans un tunnel, en réalité, ça change. Mais il faut juste qu'on apprenne à dézoomer, qu'on apprenne à voir de haut, tu vois. En chamanisme, c'est incarner la posture de l'aigle. Mais c'est ça, c'est vraiment se dire, prendre de la hauteur sur les choses pour se dire, ok, en fait, en réalité, les choses bougent. Peut-être pas assez vite à notre goût, mais ça bouge. Et c'est, encore une fois, qu'est-ce que moi, je peux faire pour amener le reste avec moi juste parce que je l'incarne, en fait. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est beau. Et justement, là, on approche à la fin de ce podcast. On a fait 1h30 d'interview. Ça m'amène à cette dernière question que je pose toujours en fin d'épisode, qui est: penses-tu, Lisa, que nous sommes des êtres illimités? Alors, tu interprètes le mot illimité comme tu l'entends. Il n'y a pas de définition propre. Oui, évidemment. Évidemment. Je pense que nous sommes des êtres illimités parce que je sens, vois, vis intérieurement cette multidimensionnalité de l'être, d'être à la fois sur le plan physique, mais d'être à la fois cette âme, cette conscience, vraiment ces couches en fait d'esprit, de conscience, d'âme et de mental égotique, de corps physique. Tout ça, je le sens et je l'ai expérimenté aussi de différentes manières. Et je sais à quel point, je dis souvent, le monde extérieur n'est que la boule à facettes inversée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui se passe, toutes les confrontations qu'on peut avoir, tous les challenges qu'on peut avoir, toutes les discussions qui vont venir un peu nous tacler, c'est que pour venir faire bouger nos croyances, nous permettre de voir
ce sur quoi on a encore un blocage, parce qu'en fait, on s'attire ça, en fait. Et c'est encore une question de fréquence et d'énergie du fait qu'on s'attire. Donc, j'ai pu expérimenter 1 milliard de fois, j'exagère sur le 1 milliard, mais vraiment beaucoup de fois, le fait de voir une croyance, de me dire oh, waouh, j'étais complètement bloquée sur ce truc, je ne me rendais même pas compte. Et qu'à partir du moment où je shift, ma réalité change, mais instantanément. Tu vois, c'est instantanément. C'est vraiment de me dire ah ouais, d'accord. Donc en fait, vraiment, le monde n'est que miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où je shift, dans les 2 heures qui s'en suivent, j'ai 5 événements qui s'enchaînent qui me montrent l'inverse en fait de ce que je croyais pour me dire bah oui, t'étais bloqué dans ce truc en fait. Donc je suis convaincue que nous sommes illimités, je suis convaincue que nous sommes à des années-lumière de notre potentiel, qu'on a encore très peu compris de la magie du corps humain, de la magie de notre cerveau cérébral, de notre pouvoir de création, de notre pouvoir de manifestation, d'à quel point on peut transformer notre réalité en transformant notre réalité intérieure. Et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ça vient ébranler tout ce qu'on croit être. Ça vient ébranler tout, justement, quand on parle de santé, d'alimentation, ça vient ébranler plein de choses. Je connais quand même 5 personnes de manière assez proche, dont 2 qui sont extrêmement proches, qui pratiquent le pranisme. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne se nourrissent plus. L'un, c'est un ami à mon père que je connais très bien et qui le fait depuis maintenant, j'ai quel âge? J'ai 39, et il le fait depuis 19 ans. Même un peu plus. Un autre ami que j'ai interviewé, avec qui je travaille, qui lui l'active, le désactive, c'est-à-dire que des fois il se met en mode pranisme pendant 2 mois parce qu'il est en démarche spirituelle, mais vu qu'il est père de famille, qu'il a des enfants, il aime bien remanger de temps en temps, donc des fois il est en mode de vie normale, on va dire, mais il passe d'un plan à un autre sans aucun problème. Ça existe. Et il y aura toujours des sceptiques pour dire oui, mais quand même, quelles sont les preuves? Et puis je suis sûre qu'ils se nourrissent en cachette. Mais oui, bah crois ce que tu veux en fait. Enfin, tu vois. Mais n'empêche que voilà, quand on décide de s'ouvrir, en fait, j'ai vécu une expérience il y a 10 ans de ça, à peu près, un peu plus, 15 ans de ça, 14 ans, où on m'a dit quelque chose qui est vraiment venu me titiller sur mes croyances. Une personne qui me parlait de vie sur d'autres planètes, etc. Et à l'époque, je me disais, mais waouh, elle est en train de me perdre, elle va trop loin là. J'arrive pas. Il y a un truc qui déconnecte, quoi. Elle me perd. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Qu'est-ce que t'en sais ?» Et c'était pas « Qu'est-ce que t'en sais ?» jugeant, c'était juste « Qu'est-ce que t'en sais ?» Et depuis ce jour, il y a eu un shift. Parce qu'en effet, qu'est-ce que j'en savais? Tu vois. Et je pense que c'est ce qui est venu nourrir, j'étais déjà très curieuse à la base, j'aimais bien aller explorer les opposés, mais c'est venu nourrir ma réflexion. Et je pense que ça m'a beaucoup servi, même dans mon métier, de me dire « Ah ok, il y en a un qui est pro-véganisme, et bien très bien, on va aller voir celui qui est pro-cétogène et pro-viandard. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leurs arguments? C'est quoi le dénominateur commun entre ça et ça ?» Tu vois. Et c'est ça qui a fait, je pense, le succès d'IGNutri, c'est de me dire, ça a été des années en fait d'exploration, de recherche pour se dire, j'en prends l'essence et je le transmets parce que là, il y a vraiment une carence dans ce qu'on nous transmet aujourd'hui. Il y a une vraie carence. Et voilà, donc oui, on est clairement illimité. Oui, on est un rayonnement de la source. On est l'un des rayons. Et l'enjeu, c'est de se dire, on a ce potentiel qu'on commence... On est vraiment à 1/1000 de notre potentiel. Et l'enjeu, c'est de se dire comment je vais réaliser de manière unique ce potentiel. Parce que l'enjeu de notre incarnation, c'est réaliser de manière unique ce qui peut être fait. Stop de chanter les chansons qui ont toujours été chantées avant. Stop de réinventer toujours les mêmes choses. Je parlais tout à l'heure des régimes, on est toujours en train de refaire la même tambouille. Arrêtons. Qu'est-ce que tu crées toi? Qu'est-ce que tu vibres toi? Qu'est-ce que toi tu as envie de partager? Comment? C'est ça en fait. Donc, et c'est illimité, c'est infini. Et c'est ça qui est très très beau. Waouh, voilà. Magnifique. Bah, je pense que je pouvais pas espérer mieux pour le mot de la fin. Et ouais, ça me fait vraiment ressentir cette sensation de hauteur, comme tu dis, et d'envie d'aller loin. En fait, aussi de beaucoup d'optimisme, parce que je pense qu'on manque beaucoup d'optimisme dans ce monde. Oui, c'est très juste. Voilà, et c'est la racine aussi de nos dépressions, de nos déprimes, de nos maux MAUX, de nos stress également. Et c'est que souvent on a tendance à dramatiser aussi nos histoires.
Et je pense que Oui, cet effet grandeur, cet effet illimité dont tu parles, nous permet vraiment de revenir à quelque chose de plus grand que soi. Et quand c'est plus grand que nous, le mental est bien petit. exactement. Exactement. Génial. Merci Lisa. Merci Merci à toi, infiniment Anaïs, pour pour ce ta bel confiance épisode. et ton invitation.